Il devrait inscrire Vladimir Poutine dans le livre Guinness des records. Mais pourquoi, nous demandons-nous? Peut-être pour le plus grand nombre de décisions stupides prises lors d'un seul conflit militaire. Il serait sûrement en tête pour celui-là. Que dire du plus grand nombre d'excuses inventées pour déclencher une guerre, dont aucune n'a de sens? Là, il serait imbattable. Pourtant, si nous devions choisir un seul record qui immortalise Poutine et lui donne l'héritage qu'il mérite, ce serait celui-ci. Le plus grand nombre de soldats russes sacrifiés pour servir une guerre insensée, sans véritable objectif. Cela semble parfaitement approprié. Les chiffres sont brutaux, les justifications sont insensées. Et le pire dans tout cela, c'est que ce triste record ne fera qu'augmenter, tant que la campagne obsessionnelle de Poutine contre l'Ukraine ne prendra pas fin. Nous allons commencer par vous donner le chiffre le plus important. Au 13 août, la Russie a perdu 1 462 970 soldats, morts, blessés ou capturés. C'est selon le ministère des Finances ukrainien, qui a révélé l'ampleur réelle des pertes subies par la Russie au service du désir insensé de Poutine de soumettre l'Ukraine. Bientôt, la Russie atteindra le seuil de 1,5 million de pertes, un chiffre stupéfiant pour une seule nation dans un conflit d'une ampleur jamais vue depuis que l'Union soviétique a contribué à vaincre le fléau nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moins, à cette époque, les pertes massives subies par la Russie avaient un but. Hitler devait être arrêté et la Russie a joué un rôle héroïque. Mais la guerre en Ukraine ne consiste pas à arrêter un idéologue meurtrier. Il s'agit d'en servir un. La guerre de la Russie en Ukraine n'a d'autre but que de satisfaire la vision déformée de l'histoire de Poutine, alors qu'il tente de s'assurer une place parmi les dirigeants russes les plus importants de tous les temps. Il restera certainement dans l'histoire comme quelqu'un d'important, mais pas de la manière qu'il souhaite. Nous ne sommes qu'à quelques jours d'un nouveau cap pour la Russie, qui assurera à Poutine le triste record du plus grand nombre de soldats russes sacrifiés pour une guerre insensée et sans véritable but. Combien de jours? Un petit calcul rapide nous donnera la réponse. D'après le chiffre du 13 août que nous venons de partager, la Russie est à 37 000 soldats. De perdre 1,5 million de soldats dans la guerre contre l'Ukraine. Maintenant, il nous faut un chiffre quotidien de pertes. Utilisons pour cela les chiffres de la Russie pour le mois de juillet. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, la Russie a subi 42 860 pertes en juillet, ce qui représente le taux mensuel le plus élevé depuis le début de 2026. Divisez ce chiffre par les 31 jours de juillet, et vous obtenez environ 1382 pertes par jour. À partir de là, les calculs sont simples. 37 030 divisé par 1382 nous donne un peu moins de 27 jours avant que la Russie n'atteigne le cap d'1 500 000. 26,8 jours pour être exact. Cela signifie que la Russie attendra probablement 1 500 000 pertes juste après la première semaine de septembre, marquant une nouvelle humiliation pour ce qui est censé être l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Maintenant, il y a d'autres chiffres à prendre en compte ici. Les chiffres que nous avons utilisés proviennent d'Ukraine, et le Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, est à peu près d'accord avec eux. D'autres sources ne sont pas d'accord, même si leurs chiffres comportent de nombreuses réserves. Par exemple, l'agence de renseignement britannique GCHQ estimait en mai qu'environ 500 000 soldats russes avaient été tués au combat. On voit tout de suite la réserve. Ce chiffre ne prend en compte que les soldats morts et n'inclut pas les blessés ou les prisonniers. Il n'est certainement pas impossible que le GCHQ propose un chiffre proche de celui de l'Ukraine, s'il prenait en compte toutes les pertes. En fait, c'est ce qu'a fait le CSIS. Il affirme que la Russie a subi environ 450 000 morts au combat, mais il arrive à son propre chiffre d'environ 1 400 000 en ajoutant les soldats blessés et capturés. Mediazone, ainsi que le service russe de la BBC, proposent une estimation bien plus basse. Il indique que 236 066 soldats russes sont morts depuis que Poutine a lancé son invasion. Encore une fois, il s'agit du nombre de tués, et non du nombre total de pertes. Mais il y a un autre élément à prendre en compte avec ce chiffre en particulier. Ces 236 066 décès ont été confirmés via des sources accessibles au public, telles que des avis de décès, des reportages médiatiques et des publications sur les réseaux sociaux faites par les proches des défunts. Cela signifie que les chiffres des médias ne prennent pas en compte ceux que la Russie a déclarés disparus au combat, alors qu'ils ont en réalité été tués. De plus, il y aura de nombreux soldats morts dans l'anonymat, qui sont passés inaperçus. Avec tout ce contexte, près d'1,5 million est tout à fait crédible. La Russie perd des soldats à un rythme insensé, et la situation ne fait qu'empirer avec le temps. Il suffit de regarder son ratio de pertes par rapport à l'Ukraine par exemple. Selon un rapport de Stars and Stripes du 2 juillet, le taux de perte entre la Russie et l'Ukraine pendant la majeure partie de la guerre a été de 2 pertes russes pour 1 perte ukrainienne, atteignant parfois 3 Russes pour 1 Ukrainien. Ce n'est plus du tout le cas, loin de là.
À mesure que de plus en plus de soldats expérimentés russes ont été éliminés et remplacés par de la chair à canon inexpérimentée, les pertes russes par rapport à celles de l'Ukraine ont explosé. Désormais, la Russie perd 8 soldats pour chaque Ukrainien. La grande question maintenant est, comment la situation a-t-elle pu devenir aussi catastrophique pour la Russie ? Il serait facile de pointer du doigt l'utilisation croissante de drones par l'Ukraine, qui permettent de tenir les soldats éloignés du front, et de s'arrêter là. Et en effet, les drones et robots ukrainiens jouent un rôle énorme dans ce que nous observons. Un flot de drones FPV et de drones d'attaque à moyenne portée, qui déferlent dans les zones de destruction créées par l'Ukraine, éliminent les soldats russes avant même qu'ils n'approchent du front. De plus, l'Ukraine utilise de plus en plus de systèmes robotiques terrestres pour des missions en première ligne, ce qui a permis de réduire les pertes humaines jusqu'à 30%, selon le Modern War Institute de West Point. Cependant, même tout cela n'explique pas la disparité qu'on observe actuellement. La Russie ne perd pas seulement un nombre record de soldats, elle en perd de plus en plus, alors que l'Ukraine en perd de moins en moins. Et il y a une raison majeure à cela. Nous allons révéler la raison dans un instant. D'abord, vous regardez l'émission militaire. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Nous publions des vidéos comme celle-ci. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Pour vraiment comprendre comment la situation est devenue aussi grave pour la Russie, nous devons remonter dans le temps, jusqu'en février 2022. Poutine et ses acolytes préparaient ce qui allait arriver depuis longtemps, même s'ils racontaient des mensonges éhontés au reste du monde. Enfin, le grand jour était arrivé, la Russie s'apprêtait à envahir, et le plan était de percer les défenses de l'Ukraine pour atteindre Kiev en quelques jours. Pour s'assurer que ce plan aboutisse, Poutine allait déployer des agents d'élite, à la fois issus de l'armée russe et de groupes de mercenaires comme Wagner. Le 24 février est arrivé. Les soldats russes ont franchi la frontière. Et pendant quelques jours, ils ont progressé. De vastes portions du sud et de l'est de l'Ukraine ont été occupées. La Russie a même réussi à s'emparer de territoires proches de Kiev, s'approchant à environ 30 km de la capitale ukrainienne. Puis, quelque chose a changé. Les forces de résistance ukrainiennes se sont organisées et ont commencé à repousser la Russie. En quelques semaines, les troupes russes étaient repoussées des territoires qu'elles avaient occupés. Quelques semaines plus tard, le soutien occidental a commencé à affluer. Des milliers de soldats russes mouraient, et les lignes de front, qui ont trop peu changé au goût de Poutine depuis toutes ces années, se sont établies. Les premiers mois de la guerre ont posé les bases de tout ce qui s'est passé depuis, et tout cela tient aux opérateurs d'élite que nous avons mentionnés. Dans sa quête d'une victoire rapide, en février 2022, la Russie a déployé ses meilleurs soldats professionnels. Ce sont ces troupes russes expérimentées et plus talentueuses qui ont compté parmi les premières victimes de la guerre. Et à chaque soldat tombé sous le feu ukrainien, ou plus tard à cause des drones, la Russie a été contrainte de chercher des remplaçants en urgence. Au bout d'un moment, ce n'étaient plus des soldats professionnels qui étaient envoyés en Ukraine. C'était n'importe qui que Poutine pouvait recruter, prêt à prendre l'argent simplement pour être envoyé au hachoir. Nous avons constaté cela dès la seconde moitié de 2022. C'est à ce moment-là que les pertes russes sont passées d'une majorité de soldats professionnels tués pour la guerre de Poutine à une majorité de volontaires, rapporte Newsweek. C'était le début de la marche de la Russie vers 1,5 million de pertes. La perte des professionnels et la montée puis les chutes constantes des volontaires. La Russie a toujours un problème majeur de spécialisation dans son armée, comme l'a souligné le Small Wars Journal dans un article du 21 avril. Le journal indique que 8500 des parachutistes entraînés de la Russie
ont été blessés depuis le début de la guerre, et qu'environ la moitié des 30 000 troupes aéroportées qu'elle comptait au début du conflit sont soit mortes, soit blessées. La même source indique que la Russie a perdu 2218 de ses fusiliers marins en 4 ans de combat en Ukraine, ce qui équivaut à peu près au nombre de pertes subies par les États-Unis en 20 ans en Afghanistan. Et sur les 900 opérateurs Spetsnaz que la Russie a initialement envoyés en Ukraine, 775 ont été soit tués, soit blessés, si gravement qu'ils n'ont pas pu retourner au combat. C'est déjà assez grave. Mais pour soutenir la manière de faire la guerre de Poutine, la Russie a à la fois remplacé ses forces d'élite et renforcé son infanterie avec des personnes qui n'ont rien à faire dans une zone de guerre. Pour commencer, ce sont des criminels. Lorsque le Kremlin a compris que l'Ukraine n'allait pas s'effondrer, il a commencé à recruter parmi le pire du pire de la société russe. Il y a une logique tordue ici. Si quelqu'un est prêt à tuer ou à mutiler en Russie, il adorera avoir l'occasion de faire la même chose aux soldats ukrainiens, et il ne s'enfuira certainement pas à la première occasion de liberté potentielle. Sarcasme mis à part, la Russie aurait recruté, selon le service de renseignement extérieur ukrainien, pas moins de 180 000 détenus pour la guerre en Ukraine d'ici janvier 2025. Ce n'était pas suffisant. Qui aurait cru qu'envoyer des criminels à peine formés à la guerre ne donnerait pas de résultat ? La Russie apparemment voit le bon côté des choses et considère sa stratégie de recrutement dans les prisons comme un moyen de faire de la place dans les goulags. C'est la seule explication que nous trouvons au fait que, le 22 juillet, la Russie a élargi son filet de recrutement de détenus, permettant aux trafiquants de drogue, membres de gangs et bandits, de s'engager dans le combat. Vous voyez probablement déjà où je veux en venir. Un détenu à peine formé n'est pas un soldat professionnel. Ce détenu est de la chair à canon, comme les milliers d'autres déjà recrutés, et il s'ajoute presque inévitablement aux pertes que subit la Russie. Mais qu'en est-il des volontaires ? Oui, la Russie ne se contente pas de sortir des soldats des prisons pour servir de pantin à Poutine. Des recruteurs dans chaque région russe agitent des carottes dorées sous le nez des gens ordinaires. Ces carottes prennent la forme de primes de signature massives et de salaires plusieurs fois supérieurs à la moyenne russe. Tout cela pour qu'ils s'engagent, au péril de leur vie dans l'armée. La grande majorité des soldats que la Russie a actuellement en Ukraine sont des volontaires, qui ont été tentés par les offres du Kremlin, ou, dans certains cas, à qui on n'a pas laissé le choix. Et il n'est pas non plus surprenant que les volontaires représentent la plus grande part des pertes russes, et ce depuis la seconde moitié de 2022. Pourtant ils s'engagent, car la Russie continue d'augmenter l'argent proposé. Selon le Kiev Post, la Russie ne se contente pas de payer ses soldats sous contrat des sommes folles. Elle offre aussi jusqu'à 22 200 $ à ceux qui recrutent ses soldats. Voilà à quel point le Kremlin est désespéré de maintenir l'afflux de soldats en Ukraine. Quant aux soldats eux-mêmes, ils peuvent recevoir des primes de signature d'un montant similaire dans plusieurs régions russes, en plus des salaires élevés dont nous avons parlé. Proposez ce genre d'offre à des personnes en difficulté qui ne voient aucun autre moyen de gagner autant d'argent que ce que le Kremlin propose, et vous obtenez ainsi un vivier de soldats tout trouvé. Le seul problème, c'est que le thème que nous avons mentionné précédemment revient sur le devant de la scène. La Russie perd des soldats en Ukraine si rapidement qu'elle doit envoyer ses volontaires au front le plus vite possible. Vous pouvez imaginer ce que cela signifie en matière de formation. Des soldats volontaires russes n'en reçoivent pas assez. Donc, la seule raison pour laquelle on pourrait les qualifier de professionnels, c'est parce qu'ils sont payés. Ils n'ont certainement pas les compétences de ceux que la Russie a déjà perdus. Je me surprends à découvrir de nouveaux niveaux de médiocrité dans la qualité des soldats russes, a déclaré Georges Barros, analyste de la Russie à l'Institut pour l'étude de la guerre, en septembre 2024. Le niveau n'a fait que baisser au cours des 2 dernières années. Un rapport de juillet 2026 de Business Insider a révélé que la recrue russe moyenne survit entre 10 jours et 3 semaines après son arrivée sur le terrain d'entraînement. Cela leur donne au maximum 3 semaines d'entraînement avant d'être envoyés dans les zones de combat, infestées de drones, et probablement bien moins que cela. Les dernières vagues de soi-disant volontaires vont faire encore pire. Dans un rapport du 12 août, RBC Ukraine a indiqué que des personnes sont désormais raflées dans les rues de Penza et Domsk pour être envoyées en Ukraine. Les recruteurs ciblent les personnes vulnérables, comme celles qui ont bu, les arrêtent, puis les envoient dans des centres de sélection militaire où elles sont forcées de signer des contrats. Donc non seulement ils sont obligés de suivre l'entraînement avec la gueule de bois, mais en plus, ils n'ont même pas envie d'être là au départ. Pas étonnant que ces soldats meurent en masse. C'est encore ce même problème. Pas de professionnels, seulement de la chair à canon. Et n'oubliez pas les combattants étrangers. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, jusqu'à 50 000 soldats nord-coréens devraient être déployés sur le sol russe, servant à l'arrière jusqu'à ce qu'ils finissent inévitablement par se retrouver en première ligne. Cela s'ajoute aux quelques 14 000 soldats que la Corée du Nord a envoyés en Russie en 2024, pour aider Poutine à reprendre le territoire de Koursk, que l'Ukraine avait occupé lors d'une contre-invasion.
L'Afrique non plus n'est pas à l'abri du recrutement russe. La plateforme ukrainienne Stop Russian Recruiters a identifié près de 3000 personnes originaires de pays africains qui se sont retrouvées en Ukraine, dont environ un sixième sont déjà morts. Donc non seulement la Russie compte principalement sur des criminels mal entraînés et des volontaires pour constituer la majeure partie de son armée, mais elle a aussi des soldats qui ne parlent pas la bonne langue et qui n'ont jamais vu de vrais combats auparavant. À ce stade, nous n'avons pas besoin de vous expliquer comment la Russie s'est retrouvée au bord de 1,5 million de pertes. C'est d'une évidence flagrante. Et ce que Vladimir Poutine ne voit pas, en poursuivant son petit record bien à lui, c'est qu'il prépare toute sa nation à une chute dramatique, simplement pour pouvoir continuer la guerre en Ukraine. On parle déjà du fait que Vladimir Poutine se prépare à mobiliser 500 000 Russes, et le Kremlin a déjà mis en place les mécanismes juridiques nécessaires pour lui permettre de le faire. La méthode consistant à enlever des gens dans la rue va s'étendre de façon massive si Vladimir Poutine va jusqu'au bout, et encore plus de membres de la génération russe la plus malchanceuse, depuis les années 1940, finiront morts. Avec ce seul geste, Vladimir Poutine montrera clairement son intention d'entraîner la Russie dans de nombreuses années supplémentaires de guerre contre l'Ukraine. Et croyez-nous quand nous disons des années. En juillet, les forces russes n'ont réussi à gagner que 37,85 km², selon les chiffres de l'Institute for the Study of War. Il s'agit de territoires dont la capture a été confirmée, donc cela n'inclut pas les endroits où la Russie a réussi à infiltrer une poignée de soldats qui attendent simplement d'être traqués par l'Ukraine. Mettons cela en perspective. L'Ukraine n'est pas un petit pays. Elle mesure environ 603 550 km², dont la Russie a réussi à occuper 20%, y compris la Crimée. Enlever ces 20%, et il reste 482 840 km² de l'Ukraine à capturer. La Russie a réussi à prendre 37,85 km² en un mois. Et c'était l'un de ses meilleurs mois depuis avril. Au rythme actuel de sa progression, il faudrait à la Russie 12 756 mois pour prendre le reste de l'Ukraine, soit environ 1000 ans. Ce n'est pas vraiment un délai qui plaira à Poutine, c'est pourquoi il cherche à mobiliser. Il doit accélérer les choses pour qu'il y ait au moins une petite chance que la Russie puisse vaincre l'Ukraine de son vivant et qu'il puisse se délecter de la gloire de sa victoire. Une gloire qui a déjà coûté à la Russie près de 1,5 million de personnes, ruiné toute une génération, et qui exigera encore des millions de victimes pour devenir réalité. Pensez à ce que la Russie est déjà devenue en 2026. La corruption fait rage, l'économie est en ruine. La Russie fait face à un déclin démographique qui semblait déjà inquiétant avant la guerre en Ukraine et qui paraît encore pire aujourd'hui. Et l'empire que Vladimir Poutine essaie de créer s'est effondré. La Russie perd de l'influence partout dans le monde, et le pays lui-même est devenu encore plus un état de surveillance. Tout cela pour servir Vladimir Poutine alors qu'il s'enfonce davantage dans sa propre paranoïa. Le FSB, qui n'a désormais presque plus aucune limite et détient plus de pouvoir que Vladimir Poutine lui-même, prépare la Russie à un avenir où tous les dirigeants qui suivront seront des marionnettes de la version du XXIe siècle du KGB. Les limites du pouvoir que l'on croyait que la Russie possédait avant la guerre en Ukraine ont été exposées au monde entier. Et pendant ce temps, les chiffres ne cessent d'empirer. Les pertes, plus lourdes. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas. Il ne le peut pas. Il s'est piégé lui-même, ainsi que tout son pays dans un cycle de sacrifices. Même s'il sait qu'il n'a plus l'avantage, il doit continuer à mener la guerre. Déclarer la paix maintenant serait un échec auquel il ne survivrait pas. C'est pourquoi Vladimir Poutine refuse chaque offre de pourparlers de paix qui lui parvient. Mais Vladimir Poutine sait que la Russie ne pourra pas gagner sa guerre à temps pour qu'il en profite avant de mourir. En juin, Poutine s'est adressé aux participants du Forum de Saint-Pétersbourg. Au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a déclaré « J'ai jeté un coup d'œil à une lettre. L'auteur de cette lettre mentionne mon âge. Certains dirigeants mondiaux sont plus âgés que moi. Le plus important, c'est de savoir si vous pouvez faire votre travail correctement. Même un petit rappel de son âge suffit à déstabiliser le dirigeant russe ces jours-ci. Et cela devrait l'être. Le temps presse pour Poutine et pour toute une génération de Russes. 1,5 million de pertes, c'est astronomique. Mais ce n'est aussi qu'une étape, un tremplin vers encore plus. Les morts ne s'arrêteront pas tant que Poutine ne s'arrêtera pas. Et il ne s'arrêtera que si la Russie gagne ou s'il est mort. Nous savons sur quoi nous misons. Nous en sommes maintenant à plus de 4 ans et demi de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. C'est plus long que la Première Guerre mondiale et plus long que le combat de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à ce triomphe soviétique, cette guerre est en train de s'imposer comme l'un des plus grands échecs de l'histoire moderne, surtout compte tenu des deux pays impliqués dans le conflit. Selon presque tous les critères mesurables, cette guerre ne se déroule pas comme le Kremlin l'avait promis à son peuple. Nous allons passer en revue les chiffres réels, ceux provenant de sources ukrainiennes, russes et occidentales indépendantes, et exposer à quel point cette invasion s'est mal déroulée pour le pays qui l'a déclenchée.
Commençons par un chiffre qui devrait clore tout débat sur qui gagne cette guerre sur le terrain, le territoire. En novembre 2022, après que les contre-offensives ukrainiennes à Kharkiv et Kherson aient déjà repris plus de la moitié de tout ce que la Russie avait conquis, au cours des premiers mois de l'invasion, les forces russes contrôlaient environ 108 600 km² de l'Ukraine. Cela représente environ 18% du pays. Maintenant, avançons jusqu'au milieu de l'année 2026. Et après des centaines de milliers de victimes supplémentaires et les affirmations constantes du Kremlin sur la libération de villes ukrainiennes, la Russie contrôle environ 116 000 km². Cela ne représente qu'environ 20%. En d'autres termes, en 3 ans et demi d'offensives acharnées, la Russie a gagné moins de 2% de territoire supplémentaire en Ukraine. Et voici le plus frappant. En avril 2026, l'Institut pour l'étude de la guerre a constaté que la Russie a subi une perte nette de territoire ce mois-là pour la première fois depuis le début de la guerre, si l'on ne tient pas compte de la célèbre invasion de Koursk en août 2024, qui a eu lieu sur le sol russe. La conclusion est que les forces ukrainiennes ont repris plus de terrain que l'armée russe n'en a gagné. Cela n'a pas duré, car les forces russes sont revenues à de légers gains nets en juin et juillet. Mais pendant un mois, l'avancée irrésistible de la Russie, que la propagande du Kremlin vend depuis 2022, n'était tout simplement plus une réalité. Et il vaut la peine de se rappeler à quel point cette guerre a commencé différemment. Au cours de premières semaines de l'invasion, les forces russes ont saisi plus de 60 000 km² de l'Ukraine en quelques jours, fonçant vers Kiev elle-même avant d'être repoussée. C'est l'ampleur de l'avancée dont une armée mécanisée complète est réellement capable lorsqu'elle prend un pays par surprise. Comparez cela à ce à quoi ressemble aujourd'hui la ligne de front. Autour de Konstantinovka, dans la ceinture fortifiée de l'est de Donetsk, que la Russie a passé bien plus d'un an à essayer de percer, les forces russes avancent en moyenne d'environ 50 mètres par jour. Près de Pokrovsk, c'est plutôt autour de 70. Ce sont le genre de gains quotidiens que les historiens militaires réservent normalement pour décrire la bataille de la Somme en 1916, qui a duré plus de 4 mois, a introduit les chars dans le combat, et où les gains territoriaux se mesuraient à moins de 10 km. Cette campagne est devenue synonyme de massacre industriel à grande échelle pour presque aucun gain stratégique. Et la Russie semble suivre le même chemin avec certaines de ses avancées. Pour comprendre à quel point cette avancée est réellement lente, il est utile de faire les calculs comme l'a fait Forbes en mai 2025. À ce moment-là, les forces russes avançaient à un rythme d'environ 176 km² par mois. Forbes a fait les calculs et a déterminé qu'à ce rythme, il faudrait 231 ans à la Russie pour occuper l'ensemble de l'Ukraine. La même analyse suggérait que la Russie aurait besoin de 100 millions de soldats pour une population totale de 140 millions avant la guerre. Mais mettons à jour cette estimation. En utilisant les chiffres de l'Institute for the Study of War pour la première moitié de 2026, la Russie a avancé d'environ 628 km² en 6 mois complets. Cela correspond à environ 104,5 km² par mois, bien moins que le chiffre utilisé par Forbes un an auparavant. Si nous faisons le même calcul aujourd'hui, la Russie aurait besoin non pas de 230 ans, mais d'environ 400 ans pour occuper l'ensemble de l'Ukraine à son rythme actuel. Pour vous donner une idée, c'est plus long que le temps écoulé depuis la fondation de l'Empire russe sous Pierre le Grand. Maintenant, parlons du prix que la Russie paie pour ces morceaux de territoire, car c'est là que les chiffres deviennent vraiment stupéfiants. Selon l'état-major général ukrainien, les pertes au combat russes, tués et blessés, ont dépassé 1,45 million à la fin juillet 2026. Le mois de juillet a été le pire mois de l'année pour les pertes russes, avec 42 860 pertes enregistrées. En moyenne, la Russie a perdu environ 34 000 soldats par mois, rien qu'en 2026. Les estimations indépendantes des services de renseignement occidentaux confirment largement ces chiffres. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni, le service de renseignement extérieur de l'Estonie, le service de renseignement militaire des Pays-Bas et le CSIS à Washington. Tous s'accordent sur un chiffre compris entre 400, 1000 et 500 000 Russes morts, avec un total de pertes, tués, blessés et disparus, se situant entre 1,1 et 1,4 million. Pour mettre cela en perspective, le CSIS souligne que la Russie a subi plus de pertes sur le champ de bataille que toute grande puissance dans n'importe quel conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Comparez cela aux États-Unis, qui ont perdu environ un quart de ce nombre dans toutes les guerres qu'ils ont menées au total depuis 1945. Et il y a un autre chiffre important qui aide à expliquer pourquoi les assauts d'infanterie russes ont commencé à ressembler à ce qu'on voit sur les images de drones. Des analystes militaires, citant une évaluation de la CIA, estiment que l'espérance de vie d'un soldat russe inexpérimenté lors d'un assaut d'infanterie de masse n'est que de 20 à 30 minutes.
Ce n'est pas un chiffre généralisé pour chaque soldat en première ligne. Il s'agit plutôt des tactiques dites de vagues de chair à canon, sur lesquelles la Russie s'appuie de plus en plus, où de petits groupes de soldats mal entraînés sont envoyés directement contre les positions ukrainiennes. Leur but n'est souvent pas de percer les défenses, mais simplement d'attirer les tirs, de révéler les positions de tir ukrainiennes et d'épuiser les stocks de munitions par une usure pure et simple. Une espérance de vie mesurée en minutes illustre à quel point ces troupes d'assaut sont devenues jetables, et comment la Russie échange de plus en plus des vies humaines contre des gains marginaux sur le champ de bataille, au lieu de s'appuyer sur des opérations interarmes coordonnées. Il y a un autre point qui devrait inquiéter le Kremlin plus que tout le reste. En 2026, le taux mensuel de perte de la Russie a commencé à dépasser son taux mensuel de recrutement, qui est d'environ 27 000 nouveaux soldats. Ainsi, la Russie perd des hommes plus vite qu'elle ne peut les remplacer, même avec des primes d'engagement records. Et le ratio de pertes, historiquement situé entre 2 et 3 pertes russes pour chaque perte ukrainienne, se serait élargi jusqu'à 8 pour 1 en faveur de l'Ukraine durant la première moitié de 2026, selon le CSIS. L'Ukraine, pour contexte, a perdu environ 50 000 soldats tués et environ 400 000 blessés, selon les chiffres de juillet 2026 du président Zelensky. Donc, si la Russie ne gagne pas de terrain significatif et perd des soldats à un rythme insoutenable, qu'est-ce qui explique exactement cet effondrement des performances? La réponse, comme vous pouviez vous y attendre, ce sont les drones. L'Ukraine a passé les dernières années à construire, en 2026, la plus grande industrie de fabrication de drones au monde. En juillet 2026, le président Volodymyr Zelensky a annoncé que l'Ukraine produit 10 millions de drones par an, soit bien plus que l'objectif initial d'1 million de drones annoncé en 2023, qui avait suscité un large scepticisme tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Volodymyr Zelensky s'est engagé à doubler ce chiffre pour atteindre 20 millions de drones par an, avec le soutien de partenaires européens qui ont accepté de financer cette expansion. Des estimations indépendantes, comme celle du Council on Foreign Relations, sont plus prudentes et situent le chiffre réel pour 2026 plus près de 5 à 6 millions d'unités. Mais même ce chiffre plus bas représente une transformation industrielle en temps de guerre qui n'a pratiquement aucun précédent historique. Au milieu de 2026, l'Ukraine compte plus de 450 fabricants nationaux de drones, contre seulement 10 entreprises en 2022. Il ne s'agit pas seulement de simples drones FPV bon marché, même si ceux-ci constituent l'épine dorsale de la chaîne de destruction en première ligne. Les ingénieurs ukrainiens ont construit des drones intercepteurs dédiés, produits par des entreprises comme Wild Hornet, spécifiquement conçus pour traquer et détruire les propres drones de la Russie dans le ciel, ce que les défenses aériennes russes n'ont jamais réussi à reproduire à grande échelle. L'Ukraine a créé la première branche militaire au monde entièrement dédiée au système sans pilote. Et cette branche a déclaré avoir frappé plus de 800 000 cibles russes vérifiées rien que sur la première moitié de 2026, y compris du personnel, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et des véhicules logistiques. Le ministère de la Défense ukrainien a également estimé que les opérations de systèmes sans pilote avaient contribué à la mort ou aux graves blessures d'environ 167 000 soldats russes pendant cette période. Un chiffre qui ferait des drones le système d'armes le plus meurtrier de toute cette guerre, devant toutes les armes autour desquelles la Russie avait en réalité bâti sa manière de faire la guerre. Après les tactiques à courte portée, le développement de campagnes de frappe à moyenne et longue portée est encore plus dévastateur. Ces campagnes ont profondément touché l'économie russe elle-même. Lors d'une frappe en 2026, des drones ukrainiens ont touché 2 grands centres logistiques appartenant à Wildberries, parfois décrits comme la réponse russe à Amazon, réduisant en cendres des parties clés du réseau de distribution de l'entreprise. L'Ukraine a également frappé l'installation pétrolière de Kupotnia, située à seulement 16 km du Kremlin lui-même, et a atteint la plus grande raffinerie de Russie à Omsk, à plus de 2500 km du territoire ukrainien le plus proche. En mer, l'Ukraine a signalé avoir touché plus de 100 navires russes en mer d'Azov en seulement 9 jours au milieu de l'année 2026, faisant partie d'une campagne délibérée visant à couper la Crimée de tout ravitaillement par voie maritime, ainsi que par la route. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'industrie des drones ukrainiennes. Mais l'utilisation la plus déterminante des drones ukrainiens en 2026 s'est produite à plus de 1000 km derrière la ligne de front, à l'intérieur même de la Russie, au milieu de l'année 2026. L'Ukraine avait frappé chacune des 10 plus grandes raffineries de pétrole de la Russie, perturbant temporairement des installations qui représentaient environ 42% de la capacité de raffinage de la Russie au cours de la campagne. En juin, des drones ukrainiens ont frappé 11 raffineries distinctes et 8 sites de production de défense en un seul mois. L'Agence internationale de l'énergie, ou AIE, a estimé que la campagne avait mis hors service environ 500 000 barils de capacité de traitement du pétrole brut russe par jour. Cela représente une perte directe d'environ 7,6% sur un total estimé de 6,6 millions de barils par jour.
L'AIE avait initialement prévu que la perturbation durerait au moins jusqu'à la mi-2026, mais ce calendrier de reprise a depuis été encore repoussé. En juillet 2026, Novaya Gazeta Europe a rapporté des pénuries de carburant dans toutes les régions du pays, sauf 5 sur les 83. Nulle part cette campagne n'a frappé plus durement qu'en Crimée, la péninsule que la Russie a annexée en 2014 et qu'elle a toujours considérée comme le joyau de cette guerre. Mais avant d'aborder les prochains points en détail, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire pour rester informé de toutes les actualités et statistiques du front. Revenons à la Crimée. Fin juin 2026. Les autorités nommées par la Russie dans la région ont déclaré un état d'urgence indéfini, en réponse directe à l'effondrement des approvisionnements en carburant, en électricité et en nourriture. La campagne de l'Ukraine pour isoler la péninsule a été remarquablement efficace. Le trafic sur l'autoroute RR280, qui est la principale voie d'approvisionnement terrestre reliant la Crimée au continent russe, a chuté de 71% en seulement 2 semaines. Le carburant était devenu si rare que les habitants de Sébastopol faisaient la queue pendant des heures rien que pour avoir une chance d'obtenir un code QR leur permettant d'acheter 20 litres d'essence russe. Des rapports sur le terrain indiquent que l'essence se vend 3 à 4 fois son prix normal lorsqu'elle est disponible à... Tout cela met la pression sur le seul levier que le président russe Vladimir Poutine a toujours eu le plus peur d'actionner. La mobilisation. La Russie a évité une seconde mobilisation formelle et publiquement déclarée depuis l'appel chaotique et profondément impopulaire de septembre 2022, qui a déclenché des manifestations massives et poussé des centaines de milliers d'hommes russes à fuir le pays presque du jour au lendemain. Au lieu de cela, le Kremlin s'est appuyé sur des incitations financières et des primes de signature de plus en plus importantes, dans ce qui était essentiellement une mobilisation discrète, informelle et officieuse, visant les hommes ayant le moins de pouvoir légal ou financier pour résister. Mais les fissures commencent à apparaître. Les services de renseignement ukrainiens et des médias russes indépendants ont documenté des rafles dans la rue d'hommes en âge de servir dans des endroits comme l'oblast de Penza dès janvier 2026. Le recrutement à Moscou même aurait diminué d'1 tiers par rapport à l'année précédente. Zelensky a déclaré publiquement que la Russie préparait les conditions pour une expansion formelle de la mobilisation à la fin juillet 2026, avec certaines estimations suggérant la mobilisation de 300 000 à 500 000 soldats supplémentaires. La raison pour laquelle Poutine a résisté à cela si longtemps est simple. La mobilisation brise un accord tacite que Poutine a maintenu avec les Russes ordinaires depuis le début de la guerre. L'accord était que la population russe devait simplement tolérer que la guerre ait lieu, et celle-ci se déroulerait loin de leurs portes ou n'aurait pas d'impact sur leur vie. Une seconde mobilisation déchire cet accord. Elle touche les foyers de Moscou et de Saint-Pétersbourg qui ont été presque entièrement épargnés par le coût humain de la guerre. C'est aussi exactement pourquoi la campagne de drones contre ces deux villes a été si politiquement significative, montrant directement jusqu'où l'Ukraine peut frapper et à quel point la Russie s'en sort mal face à un ennemi qu'elle était censée vaincre en quelques semaines. La pression financière derrière tout cela est tout aussi sévère que la pression sur les effectifs. En mai 2026, le propre ministère de l'économie de la Russie a été contraint de revoir publiquement à la baisse ses prévisions de production et d'exportation de pétrole et de gaz pour le reste de la décennie, invoquant directement les sanctions et la campagne de drones. Les exportations de pétrole devaient baisser, tandis que le ministère ne s'attendait pas à ce que les exportations retrouvent même leur niveau de 2025 avant 2029. Et il y a un élément qui rend la position de la Russie encore plus fragile. Le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, a fixé le prix du brut de l'Oural à seulement 59 $ le baril pour 2026. Et cela malgré le fait que les prix mondiaux du pétrole ont dépassé à plusieurs reprises les 100 $ le baril en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. La Russie vend son pétrole à un prix fortement réduit, même sur un marché mondial artificiellement gonflé. Et selon les propres prévisions de la Russie, ce prix devrait encore baisser pour atteindre environ 50 $ le baril entre 2027 et 2029. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. En ce moment, le prix élevé du pétrole dans le monde est entièrement dû à l'instabilité au Moyen-Orient et non à une action de la Russie. C'est l'une des seules choses qui maintient le pouvoir de négociation restant de Moscou auprès des acheteurs sensibles au prix comme l'Inde et la Chine, les deux clients qui permettent effectivement aux exportations d'énergie russe de survivre après que l'Europe s'est coupée de la Russie. Si la situation dans le détroit d'Ormuz se stabilise et que cette prime géopolitique disparaît, la Russie perd pratiquement sa capacité à imposer même les prix réduits qu'elle obtient actuellement, et ses deux derniers grands clients gagnent encore plus de pouvoir de négociation. Mais revenons à la guerre elle-même. Depuis 4 ans, la Russie dispose toujours d'un atout majeur,
sa capacité à terroriser les villes ukrainiennes avec des missiles balistiques que l'Ukraine ne peut tout simplement pas intercepter. Cela est devenu encore plus difficile pour l'autre camp, car l'Ukraine manque cruellement d'intercepteurs patriotes, une pénurie aggravée par le conflit parallèle entre les États-Unis et l'Iran qui épuise le même stock mondial. La situation est devenue si grave que le président Donald Trump a dit à Zelensky qu'il accorderait à l'Ukraine une licence pour fabriquer ses propres intercepteurs patriotes sur son territoire. Une semaine plus tard seulement, Trump exprimait publiquement des doutes quant à la concrétisation de cette promesse, invoquant des inquiétudes concernant le transfert de technologies américaines sensibles de défense antimissiles, ce qui montre à quel point les missiles patriotes restent essentiels dans un conflit envahi par les drones. Mais malgré tout cela, la Russie n'a pas réussi à tirer parti de cet avantage. Au lieu de cela, nous avons vu l'Ukraine repousser sans cesse les limites en matière de progrès sur le champ de bataille et de développement de technologies plus récentes et plus meurtrières. Cela peut s'expliquer par un changement interne d'idéologie et de politique en Russie. En juillet 2026, Andrei Melnichenko, magnate russe des engrais et du charbon et l'un des industriels les plus riches du pays, a rompu un long silence public lors d'un entretien exceptionnel de 60 heures avec The Economist. Melnichenko est un dissident. C'est quelqu'un dont les usines ont directement soutenu l'économie de guerre russe, et il est revenu vivre en Russie en 2023, précisément parce qu'il était devenu trop difficile de faire des affaires depuis l'étranger sous les sanctions. Et l'ensemble de l'entretien pourrait être résumé comme un avertissement à la population russe. Selon lui, l'élite russe considère de plus en plus que la guerre est dans une impasse, et un véritable sentiment de nervosité se répand à Moscou alors que le coût économique de la guerre ne cesse d'augmenter sans qu'on voie la fin. Certains analystes étaient sceptiques, affirmant qu'une interview aussi soigneusement mise en scène et aussi largement médiatisée n'aurait jamais eu lieu sans la tolérance du Kremlin. En ce sens, cela fonctionnerait davantage comme une soupape de sécurité contrôlée pour orienter la propagande soigneusement façonnée, loin d'une rébellion ouverte et de la ruine économique dans laquelle le pays semble se trouver. Mais l'interprétation renvoie à la même réalité sous-jacente. La guerre est devenue suffisamment coûteuse et inconfortable pour que même ceux qui ont fait fortune en servant la Russie de Poutine aient ressenti le besoin de s'exprimer publiquement à ce sujet. Alors, où en est réellement la guerre ? La Russie conquiert du territoire plus lentement que jamais auparavant, atteignant à peine l'équilibre certains mois pour la première fois depuis le début de la guerre. Elle perd également des soldats plus rapidement qu'elle ne peut en recruter de nouveaux. Un rythme qui fait de 2026 l'année la plus catastrophique de la guerre, et de loin, avec des records mensuels de pertes qui sont établis et battus mois après mois. Ces revenus pétroliers et gaziers, qui constituaient l'épine dorsale financière de tout l'effort de guerre, ont été revus à la baisse par son propre gouvernement, soutenu uniquement par une flambée artificielle des prix au Moyen-Orient qui n'a rien à voir avec ce que la Russie a réellement accompli. Rien de tout cela ne signifie que la Russie est au bord de l'effondrement, et cela ne veut certainement pas dire que la guerre est proche de sa fin. Poutine a déjà surmonté des pressions politiques plus fortes que celles-ci auparavant. Un Poutine acculé, confronté à une véritable crise sur les lignes de front, pourrait être encore plus dangereux, car Poutine a à plusieurs reprises appelé à une possible solution nucléaire si la survie même de la Russie était menacée. Alors qu'il passe d'un désastre à l'autre, aussi bien en Ukraine qu'à l'intérieur du pays, Poutine commence à avoir peur. Il devient paranoïaque. Il voit des menaces dans chaque ombre, des drones dès qu'il sent la tête de son bunker, et des couteaux prêts à être plantés dans son dos. Cette peur pousse Poutine à prendre des mesures de plus en plus désespérées, pour s'assurer que, par-dessus tout, il survive. Et ce désespoir pourrait signifier qu'il perde le contrôle de la Russie, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Quelque chose de sombre se passe en Russie. Poutine est en train de transformer le FSB russe en une nouvelle version du KGB, tout cela pour apaiser ses peurs. Mais c'est une décision dangereuse. Plus le FSB reçoit de pouvoir, moins Poutine a de contrôle sur la Russie. Bientôt, le FSB prendra le dessus. Poutine prépare lui-même sa propre chute, et il ne s'en rend même pas compte. Dans un rapport explosif du 7 août, Bloomberg a révélé que Poutine a commencé à étendre massivement le pouvoir du Service fédéral de sécurité de la Russie, ou FSB, permettant au groupe de sévir contre les élites que Poutine craint désormais de voir se retourner contre lui. Désespéré de maintenir son emprise sur le pouvoir, Poutine a chargé le FSB d'éliminer les critiques et de s'assurer que personne ne puisse vraiment le défier à l'intérieur de la Russie. Comme l'explique à Bloomberg l'analyste politique basé à Moscou Andrei Kolesnikov, le FSB est devenu la société de gestion du pays. L'administration politique, le ministère des Affaires étrangères et le bloc financier et économique ont été réduits à de simples techniciens, exécutant des décisions prises avec un parti pris des services secrets. En d'autres termes, le FSB contrôle tout ce qui compte actuellement en Russie, alors que Vladimir Poutine réduit le pouvoir des autres organisations et des élites qui y travaillent, tout cela pour se protéger de la vérité. Vladimir Poutine craint ces élites.
Les personnes qui lui étaient autrefois subordonnées sont de plus en plus inquiètes face à l'échec des systèmes que Vladimir Poutine a mis en place pour gérer les conséquences de la guerre qu'il a déclenchée contre l'Ukraine. Les défis croissants entraînent une augmentation des critiques, alors que Vladimir Poutine fait face à un retour de bâton concernant sa gestion de la guerre. L'impact que la guerre a eu sur l'économie russe, et le fait que des drones ukrainiens frappent partout en Russie, ramenant aussi l'invasion jusqu'aux portes de la Russie. Vladimir Poutine est un homme qui a dû observer la montée des tensions parmi ses élites pendant des années. En mai, le Centre d'études de l'Est a déclaré que des signes de déclin systémique étaient présents dans toutes les grandes institutions russes, rendant la position de Vladimir Poutine au sein de la structure de pouvoir qu'il a créée beaucoup plus faible. Le même mois, Historiz a rapporté que la peur de Vladimir Poutine d'une tentative d'assassinat, aussi probable de l'intérieur que de la part de l'Ukraine, a conduit le Kremlin à être placé en état d'alerte maximale au milieu d'une vague de répression. L'ancien ministre russe de la Défense et désormais secrétaire du Conseil de sécurité, Sergei Shoigu, a été désigné comme un acteur potentiellement déstabilisateur par Vladimir Poutine et son FSB. D'autres élites, comme le chef du parti communiste russe, Gennady Zyuganov, perçoivent désormais tant de faiblesses chez Vladimir Poutine qu'elles sont prêtes à critiquer ouvertement ses politiques. En avril, Zyuganov s'est tenu devant la Douma d'État russe pour déclarer que l'économie russe est sur le point de s'effondrer, et que Vladimir Poutine pourrait bientôt faire face à quelque chose de similaire à la révolution bolchevique de 1917. Vladimir Poutine fait face à un retour de bâton parmi ses élites. Ce mécontentement survient à l'approche des élections à la Douma d'État russe, qui pourrait représenter le plus grand défi à l'autorité de Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ces élections sont prévues pour la mi-septembre, et ce seront les premières élections à la Douma d'État que la Russie organise depuis que Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Elles arrivent à un moment où la cote de popularité de Vladimir Poutine s'effondre, et où le désir de voir sa guerre prendre fin grandit en Russie. Vladimir Poutine voit tout cela, et sa réponse a été de donner plus de pouvoir au FSB, au point qu'il agit pratiquement de la même manière que le KGB à l'époque soviétique. Les répressions ont commencé. Alors que Vladimir Poutine sombre dans une folie paranoïaque, le FSB a reçu carte blanche pour cibler toute personne susceptible de menacer son pouvoir. Le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, fait partie de ces personnes. Il a été accusé de terrorisme, apparemment parce qu'il a permis aux services de sécurité ukrainiens d'utiliser l'application de messagerie. Il s'agit d'une application librement accessible au public dans le monde entier, ce qui fait de cette accusation de terrorisme un prétexte inventé par le FSB pour permettre à Vladimir Poutine de tenter de réprimer Telegram à l'intérieur même de la Russie. Il semble plus probable que Durov ait été inculpé parce qu'il a refusé de fournir au FSB une porte dérobée dans Telegram, ce qui lui aurait donné un accès illimité à chaque message envoyé sur la plateforme. Boris Nadejdi est une autre victime des répressions effrénées du FSB. Homme politique anti-guerre qui a été interdit de défier Poutine lors des élections russes de 2024, Nadejdi a été inculpé par le FSB pour avoir affiché des symboles extrémistes. Pourquoi ? Mais il a osé montrer une photographie du défunt Alexei Navalny, lui-même victime du désir de Poutine de détruire toute forme d'opposition, lorsqu'il tentait de se présenter contre Poutine. Nadejdi s'est depuis enfui de Russie et vit en exil en France pour éviter le FSB, après avoir été déclaré agent étranger. Parmi les autres répressions, on compte une série de descentes le 7 août, dans le quartier financier de Moscou, visant 9 réseaux d'échange de crypto-monnaies non autorisés. Plus de 20 personnes ont été arrêtées. Et le FSB a accusé les plateformes d'échange de blanchir de l'argent volé à des citoyens russes via des arnaques téléphoniques, puis de le convertir en crypto-monnaie qui était ensuite transférée à l'étranger. Étrangement, plusieurs des personnes arrêtées ont déclaré devant la caméra qu'elles pensaient en réalité travailler pour le FSB, ou pour l'organisme de surveillance financière russe, Rosfinmonitoring. On ignore si ces déclarations étaient sincères, ou si elles étaient le résultat d'escrocs se faisant passer pour des responsables russes. Mais ces descentes de police sont un autre exemple de la manière dont les services de sécurité se sont profondément immiscés dans la vie politique et économique de la Russie. Et cette montée en puissance crée des problèmes même pour certains des plus proches alliés de Poutine. Prenez Sergueï Kiriyenko. Kiriyenko a été le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Russie, et il occupe depuis près d'une décennie le poste de premier adjoint au chef de l'administration présidentielle. Il est largement considéré comme l'un des plus proches et influents confidents de Poutine, et il a été l'un des principaux architectes du système politique intérieur du Kremlin. Pourtant, même Kiriyenko semble de plus en plus incapable de contrôler l'appareil de sécurité qui opère autour de lui. Selon des informations rapportées par Historiz, les forces de sécurité russes agissent de plus en plus de manière autonome, arrêtant parfois des responsables liés au réseau politique de Kiriyenko sans même le prévenir à l'avance. Des personnes issues du cercle rapproché de Kiriyenko ont également été visées. En 2024, le FSB a arrêté Mikhail Polyakov, qui travaillait comme directeur adjoint de la sécurité pour la direction du Festival mondial de la jeunesse, une organisation présidée par Kiriyenko. Nadejdi est un autre exemple. Avant d'être chassé de Russie,
Nadejin avait travaillé comme conseiller auprès de Kirienko dans les années 90. Cela ne suffit peut-être pas à le qualifier d'allié de Kirienko au XXIe siècle, mais il existe un lien, et cela pourrait suffire à ce que Poutine lance ses chiens d'attaque du FSB contre Kirienko. Le conflit va plus loin que des arrestations individuelles. Des sources proches du Kremlin et des services de sécurité russes ont décrit une lutte croissante entre le bloc politique de Kirienko et les Siloviki, y compris le FSB. Un proche du Kremlin a décrit un système dans lequel les anciennes limites disparaissent et, de plus en plus, personne, même quelqu'un disposant d'un plus puissant, n'a la garantie d'être protégé. Voilà à quoi ressemble le pouvoir qui devient incontrôlable au sein de cette nouvelle version du KGB. Le FSB est au centre de tout en Russie, et Vladimir Poutine est l'homme qui a rendu cela possible. Ce que nous voyons, c'est que Vladimir Poutine s'appuie de plus en plus sur les partisans de la ligne dure, au sein de l'appareil sécuritaire, pour préserver le régime. Cela peut sembler typique de Vladimir Poutine pour un observateur extérieur, mais l'ampleur de cette dépendance est en train de changer. Bien qu'il dirige un état autoritaire depuis plus d'un quart de siècle, Vladimir Poutine a traditionnellement essayé de maintenir un équilibre entre les différentes forces rivales au sein de l'élite russe. Les services de sécurité, les technocrates, les intérêts des oligarques et l'administration présidentielle. Kirienko lui-même était devenu l'un des principaux gestionnaires de ce système. Maintenant, cet équilibre commence à s'éroder. Mais le Poutine de 2026 n'est pas le Poutine de 2016. À mesure que les services de sécurité gagnent en autonomie, des personnalités qui semblaient autrefois protégées par leur proximité avec Poutine découvrent que le patronage politique n'a plus le poids qu'il avait autrefois. Et la lutte de Kirienko avec les Siloviki en est l'un des exemples les plus clairs. Poutine, en donnant plus de pouvoir au FSB, peut obtenir un meilleur contrôle à court terme, mais il y a ici une certaine ironie. Plus l'appareil de sécurité devient autonome et puissant, plus il devient difficile pour un seul acteur politique, y compris Poutine lui-même, de contrôler tout ce qu'il fait. Un FSB plus fort pourrait donc devenir une très mauvaise chose pour Poutine, surtout à long terme. Nous allons expliquer pourquoi, mais avant cela, c'est l'émission militaire, et nous faisons des vidéos comme celle-ci pour montrer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous voulez en voir plus, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Ce n'est un secret pour personne que Poutine a progressivement élargi les pouvoirs du FSB, surtout pendant la guerre en Ukraine. Cette expansion progressive a vraiment pris de l'ampleur en 2025, moment où les services de renseignement ukrainiens ont déclaré en juillet de cette année-là que Poutine transformait la Russie en dictature militaire, en raison de la montée en puissance du FSB. Cette affirmation est survenue après que Poutine a signé un décret stipulant qu'aucun navire étranger ne pourrait entrer dans un port russe sans avoir d'abord obtenu l'approbation du FSB. D'autres modifications du système juridique russe avaient donné au FSB le pouvoir de contrôler la manière dont les institutions scientifiques russes coopéraient avec les pays étrangers, ainsi que la capacité de exécuter des condamnations pénales et de nationaliser des biens, a rapporté UKRI Inform à l'époque. Une expansion encore plus grande du pouvoir est survenue au cours du premier semestre 2026, alors que Poutine a réagi à la baisse du soutien public pour son invasion de l'Ukraine. La fondation Jamestown a rapporté en avril que les pouvoirs du FSB s'étaient accrus dans 5 domaines clés, rien qu'au cours des premiers mois de 2026. Désormais, le FSB pouvait réglementer tous les contacts entre universitaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le FSB pouvait également choisir de bloquer l'accès à Internet quand il le souhaitait, ainsi que d'ouvrir ses propres centres de détention. Les réseaux numériques ne sont plus à l'abri du FSB. Il peut exiger un accès complet à tout moment, ce qui explique la chute du cofondateur de Telegram. Le FSB peut désormais même contrôler l'accès au type de site web auquel les Russes pourront accéder à l'avenir. Et maintenant, nous assistons à une nouvelle vague de répression. Il n'existe plus aucun véritable contrôle sur le pouvoir du FSB. Il agit pratiquement de façon autonome, soi-disant sur ordre de Poutine, mais en réalité c'est un pouvoir à part entière, pour façonner la Russie comme il l'entend. En ce moment, l'objectif est de créer une version de la Russie qui soit approuvée par Poutine. Le KGB du XXIe siècle. C'est familier et rassurant pour Poutine, qui lui-même était un agent du KGB avant son ascension politique après l'effondrement de l'Union soviétique. Pour Poutine, renforcer les pouvoirs du FSB revient à bâtir une organisation qui reflète celle dont il a fait partie pendant si longtemps. Poutine contrôle le FSB. Le FSB fait ce que Poutine lui dit de faire. Du moins, c'est ce que pense Poutine. Et même si cela peut être vrai pour l'instant, alors que le FSB réprime les élites qui représentent une menace pour le pouvoir de Poutine, ce que le dirigeant russe a réellement fait, c'est créer une organisation qui peut le contrôler lui-même. Poutine est isolé au sommet, avec seulement le FSB en qui il a confiance pour servir ses intérêts. Aucun contrôle, aucun contrepoids, rien n'empêche le FSB de faire ce qu'il veut, surtout alors que les autres institutions fédérales russes s'affaiblissent à mesure que le FSB se renforce. C'est la recette du désastre. Seul, et sans personne d'autre en qui il ait confiance, Poutine s'est arrangé pour diriger la Russie comme le FSB pense qu'elle doit l'être.
Le besoin désespéré de contrôle de Poutine l'a poussé à s'isoler, au point qu'il peut être manipulé pour croire tout ce que le FSB veut qu'il croie. Jetons un œil à la réalité de Poutine en Russie en ce moment. Obsédé par une soi-disant opération militaire spéciale qui n'a atteint aucun des objectifs qu'il lui avait fixés, Poutine a complètement perdu de vue la gestion de la Russie. Chaque décision qu'il prend est influencée par ce qui se passe en Ukraine. Chaque fois que les impôts augmentent, c'est parce que Poutine a besoin de fonds pour la guerre en Ukraine. Quand Poutine parle des défis démographiques de la Russie, il veut en réalité dire qu'il ne veut pas manquer de soldats à envoyer mourir dans sa guerre. Poutine a des œillères dès qu'il s'agit de l'Ukraine, ce qui fait qu'il ne voit pas ce qui se passe réellement dans son propre pays. Poutine ne définit plus ce qui est dans le meilleur intérêt de l'État. Les nombreux groupes qui existaient en Russie pour l'aider dans la politique intérieure ne le font plus non plus. C'est le FSB qui est aux commandes, et ses seules préoccupations actuellement concernent la sécurité. Il n'y a pas de place pour la réforme sociale. Rien pour aider une population qui lutte contre les conséquences économiques de la guerre ou contre les drones qui survolent chaque jour. Poutine sape activement les structures mêmes qu'il avait construites pour renforcer son emprise sur le pouvoir. Tout cela afin d'accorder plus d'autorité au FSB. Le FSB, qui relevait autrefois de l'autorité des autres pouvoirs, est désormais au-dessus de tout. Mais encore une fois, c'est Poutine qui dirige le FSB, non ? Si c'est le cas, alors Poutine a simplement créé une structure de pouvoir plus centralisée, avec tout en Russie qui passe par lui. Le FSB comme les chiens d'attaque de Poutine, et Poutine lui-même comme le maître. Mais voilà le problème avec les freins et contrepoids. Ils empêchent qu'une seule entité contrôle tout, au point que seule cette entité prenne les décisions. Pour Poutine, les freins et contrepoids ne sont pas supprimés pour l'avantager. Ces suppressions profitent au FSB. Et lorsque le FSB ne répond à personne, ce qui est pratiquement le cas en ce moment, il devient alors quelque chose que même Poutine ne peut plus contrôler. Le FSB va dépasser son maître, et nous commençons à voir des signes que cela se produit en ce moment même. Nous avons mentionné que Poutine perdait de vue la Russie elle-même, pour une raison. L'obsession du dirigeant russe pour l'Ukraine l'a placé dans une position idéale pour être isolé par le FSB, et recevoir uniquement les histoires que le FSB veut lui raconter. Imaginez ce scénario. Poutine convoque un sbire du FSB pour lui donner une mise à jour sur ce qui se passe dans la guerre en Ukraine et en Russie même. Tout va bien, dit le sbire à Poutine. En Ukraine, nos troupes avancent à un rythme record. Le Donbass tombera sûrement d'ici la fin de l'année. Et le peuple, il vous aime plus que jamais. Vous n'avez aucune opposition politique. Nous avons éliminé tout cela pour vous. Et nos répressions ont garanti qu'il n'y aura aucun soulèvement social. Faites-nous confiance, nous agissons dans votre intérêt. Autrefois, Poutine aurait eu d'autres élites et voix dans son cercle rapproché qui auraient pu contredire ce genre de rapport, en supposant que le FSB transmettait de fausses informations à Poutine. Aujourd'hui, il n'y a plus personne comme ça dans le cercle rapproché de Poutine, et avec son pouvoir sans entrave, le FSB peut réprimer toute personne qu'il considère comme une menace. Pas une menace pour Poutine, mais pour la capacité du FSB à fournir à Poutine le récit qu'il veut que le dirigeant russe entende. Cela vous semble-t-il irréaliste ? Ça ne devrait pas. Poutine s'est déjà isolé, et des rapports indiquent qu'il reçoit de fausses informations de toutes parts, ce qui le laisse piégé dans une bulle d'illusion qu'il a lui-même créée. Le FSB n'a aucun intérêt à faire éclater cette bulle. Au contraire, il continuera à fournir des informations destinées à convaincre Poutine d'élargir encore les pouvoirs du FSB. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Poutine n'a aucune idée de ce qui se passe réellement en Russie en ce moment. Il est perdu dans sa propre paranoïa. Les apparitions publiques de Poutine sont devenues rares en 2026. C'est parce qu'il passe la plupart de son temps à se cacher dans des bunkers, où il est à l'abri des drones ukrainiens, ainsi que des assassins potentiels et des usurpateurs qu'il croit tapis dans chaque recoin sombre. Dans un rapport de mai, Forbes a indiqué que Poutine passe presque tout son temps dans un archipel de gigantesques bunkers souterrains, où il a développé une méfiance envers l'élite russe et a réduit son cercle de conseillers au strict minimum. C'est la situation idéale pour un FSB qui veut renforcer son propre pouvoir en fournissant de fausses informations à Poutine. Et c'est pas comme si c'était une nouvelle tactique pour le FSB ou pour qui que ce soit d'autre. Pendant des années, ceux qui entourent Poutine lui ont transmis de fausses informations, soit pour gagner ses faveurs, soit pour servir leurs propres objectifs. Le 15 juillet, United 24 Medi a publié un reportage avec des commentaires de Dimitri Skaraboutov, l'ancien rédacteur en chef du programme d'information d'État russe Vesti. Skaraboutov affirme qu'à partir de 2012, son programme avait pour mission de créer une version de l'actualité destinée au téléspectateur principal, conçue pour ne rapporter que ce que Poutine voulait voir. Les propagandistes ont déclaré qu'ils avaient entrepris de l'isoler précisément des événements réels, de l'environnement informationnel, sans parler des contacts avec le monde extérieur. Est-ce que le FSB était le « il » dont Skaraboutov a parlé ? Même si ce n'était pas le cas, ce rapport montre à quel point Poutine est susceptible d'être trompé par de fausses informations en raison de son isolement. Nous voyons des similitudes en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Le journaliste d'investigation russe Andrei Zakharov
affirme que tout ce que Poutine sait sur la guerre qu'il a déclenchée est contrôlé par ceux qui veulent le manipuler. Le fait est que, malheureusement, un pays menant une guerre terrible est gouverné par un homme qui refuse d'utiliser Internet et dépend entièrement de deux sources d'information, les médias et le FSB. C'est une chose terrible, déclare Zakharov. L'Institute for the Study of War a dit quelque chose de similaire à la fin de 2025, affirmant que les faux rapports de guerre, qu'ils proviennent des généraux de Poutine ou des personnes que Poutine a chargées de transmettre les rapports de ces généraux, ont donné à Poutine la fausse impression que la Russie fait de bons progrès en Ukraine, alors que c'est tout le contraire qui est vrai. Alors, qu'avons-nous vraiment en la personne de Poutine ? Un dirigeant qui refuse d'utiliser Internet et qui s'appuie sur le FSB et les médias contrôlés par l'État pour s'informer. Des médias dont nous venons de montrer qu'ils sont manipulés pour lui raconter des histoires qu'il veut entendre, et un FSB qui a tout intérêt à manipuler Poutine pour se renforcer lui-même. Tout cela concerne le contrôle, mais cela n'a rien à voir avec le fait de donner plus de contrôle à Poutine. À mesure que le pouvoir du FSB s'étend, cela ne fera que renforcer la bulle qu'il a créée autour de Poutine. Le dirigeant russe est tellement protégé de la réalité qu'il ne se rend même pas compte que la menace intérieure qu'il a toujours redoutée existe bel et bien. Mais cette menace ne vient pas des élites, elle vient du FSB, qu'il a lui-même renforcé. Et lorsque le FSB sera prêt à remplacer Poutine, il lui suffira de prendre une grosse aiguille et de faire éclater la bulle qu'il a créée. Le FSB est en train de prendre le contrôle. Poutine est tout simplement trop aveugle et trop paranoïaque envers les autres pour s'en rendre compte. Il devient dangereux d'être l'un des proches de Poutine ces jours-ci. Dans le pays, il faut faire face à un président qui a clairement perdu la tête, à cause de son obsession pour l'Ukraine. Marcher sur des œufs est devenu une spécialité pour tous les généraux de Poutine. Alors qu'ils essaient désespérément d'éviter de faire ou de dire quoi que ce soit qui pourrait pousser le paranoïaque Poutine à les faire passer par une fenêtre ouverte. Mais pour les généraux qui parviennent à composer avec la folie de Poutine, il existe une autre menace, bien plus explosive, qui vient tout juste de coûter la vie à 2 généraux alors qu'ils partageaient un repas et discutaient, dans la ville la plus sûre de Russie. 2 des généraux de Poutine viennent de mourir dans des circonstances mystérieuses, et un attentat à la bombe dans un restaurant de Moscou pourrait en être la cause. La peur se répand dans les rangs russes, et c'est justifié. Quelle que soit la sécurité mise en place par le Kremlin pour ses chefs militaires, elle ne fait tout simplement pas son travail. Plantons le décor. Nous sommes le 1er août, sur la place Kudrinskaya, en plein centre de Moscou. Sur la place se trouve un restaurant italien nommé Balti Rossi, et ce restaurant devait être le théâtre d'une nouvelle soirée mondiale. Balti Rossi n'en était pas à sa première soirée de ce genre. Niché dans le quartier Krasnaya Presnaya de Moscou, il se trouve en plein cœur de l'un des quartiers les plus riches de la ville. Les oligarques et les responsables militaires, qui s'en sont tous mis plein les poches grâce à l'argent sale de Poutine, fréquentent régulièrement le restaurant. Vêtus de leurs plus beaux atours, alors qu'ils s'apprêtent à déguster la meilleure cuisine que Moscou puisse offrir, ces élites paradent, apparemment ignorantes du chaos économique que leurs dirigeants ont infligé à leur pays. Et alors si la plupart des Russes font face à une inflation galopante et que les entreprises s'effondrent partout, jusqu'à 15 000 par mois, il y a de quoi se réjouir pour ceux qui lèchent les bottes de Poutine, et l'homme qui voulait goûter à cette joie le 1er août était l'un des nouveaux commandants de branche de Poutine dans son armée. Cet homme était le colonel général Alexandre Tchaïko, le tout nouveau chef des forces aérospatiales russes, un homme qui a été désigné comme héros de la Russie, avait de bonnes raisons de célébrer le 1er août. Il fêtait son 55e anniversaire, et tout allait pour le mieux pour lui. La brutalité paie quand on fait partie du cercle rapproché de Poutine, et l'homme qui supervise les morts de civils dans les villes ukrainiennes est grassement récompensé pour son travail. Tchaïko avait organisé une petite fête en son honneur. Des invités distingués arrivaient au Balti Rossi, prêts pour une nouvelle soirée de félicitations mutuelles et de festins somptueux pour célébrer l'enfer qu'ils ont créé en Ukraine. Avec un invité aussi distingué sur sa liste, le restaurant a mis le paquet sur la sécurité. Les gardes étaient en alerte maximale à l'arrivée des hauts fonctionnaires et des dignitaires. Puis quelqu'un d'inattendu est arrivé, une femme portant un paquet qui ressemblait à un cadeau. La femme a tenté d'entrer tranquillement dans l'événement privé, mais elle a été arrêtée à la porte. Un agent de sécurité s'est méfié de la prétendue coursière et l'a interpellée. Il lui a demandé ce qu'il y avait dans la boîte. La femme a seulement pu dire qu'il s'agissait d'un cadeau. De plus en plus suspicieux, le garde a décidé de procéder à une fouille. C'est à ce moment-là que la bombe a explosé. Une explosion si puissante qu'on estime qu'elle équivalait à la déflagration provoquée par 1 kg de TNT à secouer Balti Rossi. La bombe a probablement été déclenchée à distance, et des questions subsistent quant à savoir si la messagère savait même ce que contenait le colis.
Une enquête menée dans le restaurant après l'explosion a révélé que le colis explosif était également rempli de billes d'acier, qui auraient été projetées avec une force considérable sur une large zone, probablement dans le but d'augmenter le nombre de victimes de l'attaque. L'explosion était si puissante que les restes de la femme ont été retrouvés à environ 15 mètres du lieu de l'attaque. Cette femme faisait partie des personnes tuées à Beltsirossi. D'autres nouvelles ont filtré dans les heures qui ont suivi. Au moins 3 personnes avaient été tuées dans l'explosion, dont le garde de sécurité qui avait demandé à fouiller le colis. 21 autres personnes avaient été blessées. Alors que des agents armés et des enquêteurs bouclaient le site et commençaient à démêler ce qui s'était passé, Beltsirossi s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant seulement qu'il y avait un problème à l'extérieur. Cette publication a rapidement été supprimée et qualifiée d'inappropriée par le restaurant lui-même. Il n'est pas clair si ce caractère inapproprié était lié au ton décontracté de la publication ou s'il était dû à une enquête en cours au moment où elle a été faite. Au 2 août, le nombre de morts avait augmenté, selon plusieurs médias, dont la chaîne Telegram pro-Kremlin REN TV et le journal russe Izvestia. Il semble probable que 2 des 21 blessés aient succombé à leurs blessures. Ce qui s'est passé à Moscou a bouleversé la ville. Comment cela a-t-il pu arriver ? Moscou est censé être à l'abri de ce genre d'attaque. C'est la capitale de la Russie, entourée de vastes anneaux de défense aérienne et remplie de services de sécurité dont le seul but est de protéger la population, en particulier Vladimir Poutine et ceux qui font partie de son cercle rapproché. Alexandre Tchaïko fait partie de ce cercle rapproché, et il semble assez évident qu'il était la cible probable du cadeau qu'une femme peut-être sans méfiance a apporté à Belgorod le 1er août. Mais pourquoi Tchaïko serait-il la cible ? Si vous êtes ukrainien, il y a de nombreuses raisons de vouloir faire tomber ce général en particulier. En mai, Tchaïko a été officiellement nommé nouveau commandant des forces aérospatiales russes, remplaçant Viktor Avzalov ce faisant. C'était une décision étrange de la part de Poutine. Tchaïko est certes un commandant expérimenté. Il est héros de la Russie pour une raison. Mais cette raison est que son expertise consiste presque entièrement à envoyer des soldats dans le hachoir à viande que la Russie a créé en Ukraine. C'est un commandant des forces terrestres qui a été propulsé dans un rôle aérien, une décision que l'on peut généreusement qualifier de motivée par des raisons politiques. Moins généreusement, Tchaïko est un homme qui fera ce que Poutine lui dit de faire, quand Poutine lui dit de le faire. Et cela signifie que lorsque l'ordre viendra de lancer davantage de missiles et de drones sur les villes ukrainiennes pour tuer le plus de civils possible, Tchaïko le fera sans poser de questions. Cependant, bien qu'il soit un commandant des forces terrestres, Tchaïko a beaucoup d'expérience dans le fait de tuer des innocents depuis les airs. Il s'est fait connaître pour son travail en Syrie, lorsqu'il a été envoyé soutenir l'ancien dictateur Bachar el-Assad entre septembre 2019 et novembre 2020, puis à nouveau pendant quelques mois en 2021. Là-bas, Tchaïko a supervisé des frappes aériennes incessantes contre des cliniques, des écoles, des hôpitaux et des boulangeries, en particulier dans la région d'Idlib, qui était alors tenue par des rebelles combattant contre le régime d'Assad. La nature systématique et insensible de ces frappes a montré au président russe que Tchaïko pouvait être tout aussi impitoyable que Poutine lui-même. Et en effet, dès ses premiers mois dans ce nouveau rôle, Tchaïko a fait subir sa brutalité à la population ukrainienne. Profitant de la pénurie persistante de missiles patriotes en Ukraine, Tchaïko a ordonné que des missiles balistiques soient lancés en grand nombre contre les villes ukrainiennes. En juillet, les forces de Tchaïko ont envoyé 195 missiles balistiques en Ukraine, dont seulement 29 ont été interceptés, en raison de l'épuisement des stocks de patriotes. Ces missiles balistiques étaient accompagnés de 265 missiles de croisière, dont 187 ont été interceptés, ainsi que de 8653 drones d'attaque. Des civils sont morts lors de plusieurs attaques russes, et d'autres ont péri lors de frappes menées en août. Le 5 août, la Russie a lancé une nouvelle salve, ciblant principalement Kiev et les régions environnantes, où au moins 17 morts ont été signalés. Des victimes ont également été signalées à Kharkiv et à Donetsk, la première ayant enregistré 1 mort et la seconde 3. C'est pourquoi Tchaïko est si précieux pour Poutine. Il ordonnera la mort de civils ukrainiens sans aucun remords. Donc vous êtes sur le point de nous entendre vous dire que Tchaïko a également péri dans l'attaque du restaurant de Moscou, malheureusement pour l'Ukraine. C'est là qu'un rebondissement apparaît dans l'histoire. Le fait que la bombe n'ait pas réussi à passer la sécurité semble avoir épargné Tchaïko. Le boucher venu du ciel a survécu pour combattre un autre jour, affirme la Russie, bien que sa famille ne soit peut-être pas sortie indemne de l'attentat à la bombe. Selon Lostska, un média russe qui a été exilé, probablement en raison de ses reportages qui ne correspondent pas à la ligne officielle du Kremlin. Une source au sein de la direction de Batyrossi a affirmé que Maria Tchaïko, qui est la fille du général, pourrait avoir été blessée lors de l'explosion. Cela envoie un message à Tchaïko. Lui qui tue des civils ukrainiens sans aucun remords, vient de découvrir que la guerre peut aussi toucher sa propre famille, en supposant que l'Ukraine soit derrière cela. Rien n'a été confirmé à ce sujet, et l'Ukraine ne fait aucun commentaire. Pourtant, Maria n'est pas Alexandre.
Donc, cela signifie que celui qui a tenté cet assassinat n'a causé aucun tort sérieux au commandement militaire russe, n'est-ce pas? Pas si vite. Cette histoire a plus de rebondissements qu'un paquet de réglisses, car de nouvelles informations sont apparues, suggérant que l'attentat de Moscou pourrait avoir été plus réussi qu'on ne le pensait au départ. Mais avant d'en dire plus, petit rappel. Vous regardez l'émission Militaire. Nous vous donnons une vision complète, en allant au-delà des gros titres, pour vous montrer ce qui se passe réellement. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 6 août, United 24 Medi a publié un article très intéressant. Il disait que 2 généraux russes, dont l'un n'a pas été identifié, mais l'autre nommé lieutenant-général Igor Yaroselimov, sont morts dans des circonstances inexpliquées. Le compte X du nécromancien a rapporté que le général a été enterré le 5 août. Mais il y a aussi des affirmations selon lesquelles la notification de l'enterrement pourrait avoir été une mise en scène, et que Yaroselimov pourrait encore être en vie. C'est exactement le genre de choses que les sources du Kremlin diraient après avoir perdu un général de haut rang. Mais ce qui devrait vraiment attirer votre attention, c'est la date de l'enterrement. Le 5 août n'est que quelques jours après le 1er août, date à laquelle le restaurant de Moscou a été attaqué. United 24 Media l'explique clairement. Il y a des affirmations selon lesquelles Yaroselimov et le général non identifié figuraient sur la liste des invités du petit festin de Tchaïko. Si c'est le cas, alors la tentative d'assassinat à Baltirossi a peut-être été plus réussie qu'on ne le pensait au départ. Tchaïko a peut-être survécu, mais 2 autres généraux pourraient avoir péri. Nous savons avec certitude que le général non nommé a été enterré. Le lieu d'inhumation de Yaroselimov n'a pas été révélé, mais le 2e général a été enterré au cimetière Troïkourov, apparemment lors d'une cérémonie qui s'est déroulée sous une sécurité renforcée. Des officiers ont gardé le cimetière dès le petit matin, tandis que des soldats étaient amenés en bus pour rendre hommage. Des inspections de véhicules étaient également effectuées, et tous les piétons se rendant à la cérémonie devaient passer par des détecteurs de métaux. Mais c'est là que cela devient très intéressant. Selon le média United 24, une garde d'honneur accompagnait le cortège, ce qui suggère que le général non nommé qui a été enterré était quelqu'un de très important. Cette garde portait le drapeau des forces aérospatiales russes. Cependant, à côté de la tombe, un drapeau des forces terrestres russes avait été placé. Quelques éléments intéressants se rejoignent ici. Un général qui a servi à la fois dans les forces aériennes et terrestres de la Russie. Une garde d'honneur digne de quelqu'un d'important, peut-être même d'un héros de la Russie. Un homme qui avait peut-être une fille assez proche d'une certaine explosion dans un restaurant, au point qu'elle aurait été blessée. Tout cela ressemble au genre de funérailles qui aurait été organisé pour un homme comme Alexandre Tchaïko. Cela semble encore plus probable à la suite d'un rapport de la Pravda du 8 août, qui a révélé qu'une femme nommée Yulia Kirillova, qui était une parente de Tchaïko, a succombé à ses blessures causées par l'attentat à la bombe dans le restaurant de Moscou. Il y a également des informations selon lesquelles le gendre de Tchaïko est mort dans l'attaque, peut-être le mari de la fille dont on a signalé qu'elle avait été blessée. Nous ne trouvons également aucun rapport indiquant que Tchaïko soit apparu en public, ou qu'il soit retourné à son poste après l'attaque. Et avec la mort de Kirillova et les informations selon lesquelles sa fille aurait été blessée par la bombe, il semble assez évident que Tchaïko lui-même devait être suffisamment proche de l'explosion pour en avoir été affecté. La Russie aurait-elle affirmé trop tôt, ou même à tort, que Tchaïko n'avait pas été tué? La Russie vient-elle d'organiser l'enterrement secret de l'un de ses plus hauts généraux, alors même qu'elle affirme qu'il a survécu à l'attaque? Nous ne le saurons pas, tant que Tchaïko ne réapparaîtra pas, en supposant qu'il soit en état de le faire, et qu'il ne soit pas, vous savez, mort. Et si Tchaïko venait d'être secrètement enterré? Peut-être que les affirmations selon lesquelles Igor Yaroselimov n'a pas simplement été enterré sont également fausses? Il y a tellement de mystères et d'intrigues autour de cet incident, et la Russie garde le plus grand silence concernant l'ampleur réelle des dégâts causés à Baltirossi lors de cette soirée fatidique du 1er août. La seule chose dont la Russie semble être certaine, c'est de savoir qui doit être blâmé pour l'attentat de Moscou. Il n'y a aucun doute, la Russie affirme que cela ne pouvait être que l'Ukraine. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, était un peu plus réservé que certains de ses collègues lorsqu'il a rendu compte de l'attaque peu de temps après qu'elle se soit produite. Hier, une attaque terroriste brutale a eu lieu à Moscou, coûtant la vie à plusieurs personnes. Les responsables de ce crime seront certainement retrouvés et subiront la punition qu'ils méritent, a déclaré Sobyanin, bien qu'il n'ait donné aucun détail sur qui, selon lui, pourrait être derrière l'attaque, ou sur le motif qui aurait pu les pousser à la commettre. L'ambassade de Russie à Rome n'a laissé aucun doute sur qui le Kremlin tient pour responsable de l'attentat. L'ambassade a affirmé que ce sont des terroristes de Kiev qui ont mené l'attaque, et qu'ils l'ont fait pour effrayer les Italiens travaillant en Russie, et leur montrer qu'eux aussi sont dans la ligne de mire, et pourraient devenir les prochaines victimes de ces vauriens. La Russie essaye déjà de déformer les événements, et de retourner une nation alliée d'Ukraine contre elle. C'est typique de la Russie. Comment quelqu'un pourrait-il croire cela? L'affirmation selon laquelle l'Ukraine viserait Baltirossi pour tuer des chefs italiens, alors qu'un général russe important organisait une fête dans le restaurant, nous dépasse. Si l'Ukraine avait fait cela, Tchaïko était clairement le mobile. L'Ukraine n'attaquerait pas simplement des civils italiens pour les punir de travailler en Russie. Peu importe ce que prétend l'ambassade à Rome,
en supposant que l'Ukraine ait mené cette attaque. Aucun service de renseignement ou service secret ukrainien n'a revendiqué l'attentat, mais la Russie pense savoir qui a bombardé Baltyrossi. Et en ce qui concerne les nombreux généraux du pays qui ont été forcés de regarder ce qui s'est passé au restaurant avec effroi, un message a été envoyé. Aucun d'entre vous n'est en sécurité, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Peu importe qui réalise ces assassinats, oui, nous avons bien dit assassinats au pluriel. Et ce n'est pas parce qu'il semble probable que 2 des généraux russes, peut-être même Tchaïko lui-même, soient morts après l'attaque du 1er août. L'attentat de Baltyrossi n'est que le dernier d'une série d'assassinats et de tentatives qui ont envoyé plusieurs des généraux les plus hauts gradés de la Russie 6 pieds sous terre. Medusa en révèle davantage dans un article du 3 août. L'article indique qu'il y a eu au moins 6 tentatives d'assassinat contre des généraux russes au cours des 2 dernières années, dont 3 ont été confirmés comme mortels, sans compter l'attentat de Baltyrossi. En décembre 2024, le chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique de la Russie, Igor Kirillov, est devenu le premier général russe de haut rang connu à mourir lors de l'une de ces tentatives d'assassinat. Lorsqu'une bombe attachée à un scooter a explosé alors qu'il passait à côté à Moscou, quelque chose de similaire est arrivé au chef adjoint de la principale direction des opérations de l'état-major général russe, le lieutenant-général Yaroslav Moskalik, en avril 2025. Sauf que lui a été éliminé par une Volkswagen piégée, plutôt que par un scooter. Il a été suivi dans la tombe par le lieutenant-général Fanor Savarov, qui dirigeait la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major général russe. Là encore, une voiture piégée, cette fois dans le sud de Moscou, était en cause. Il y a eu d'autres tentatives. Le premier chef adjoint de la direction principale de l'état-major général, le lieutenant-général Vladimir Alexeyev, a été touché par balle dans le hall de l'immeuble où il vivait. Il semble avoir survécu. Il en va apparemment de même pour le major général Azadbek Omurbekov, qui commande la 64e brigade de fusiliers motorisés de Russie. C'est cette brigade qui a tenté l'invasion de Kiev en février 2022. Ce qui fait de lui une cible de très haute priorité, surtout pour ceux de Boutcha. Omurbekov est l'un des bouchers de Boutcha, responsable du meurtre et de la torture de centaines de civils durant les premières semaines de l'invasion. Il se peut qu'il ait été ou non la cible d'une bombe placée dans une boîte aux lettres dans une garnison militaire à Khabarovsk, dans le Khabarovskoye. Les rapports ne sont pas clairs, seuls des canaux anonymes sur Telegram affirment que l'attaque a eu lieu, selon Medusa. Une chose est assez évidente dans tout cela, ce qui s'est passé à Baltyrossi n'était pas un cas isolé. Cela fait partie d'un schéma qui effraie beaucoup les généraux russes, d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle tentative d'assassinat au cœur même de Moscou. Quelqu'un, et nous ne disons pas avec certitude qu'il s'agit de l'Ukraine, a des agents qui opèrent au cœur même du pouvoir russe, et il ne semble pas que le Kremlin puisse y faire quoi que ce soit. La Russie essaie de protéger ses généraux. Des mesures de sécurité sont mises en place, comme celle qui était à l'intérieur de Bolsyrossi lors de la tentative contre Tcharko. Mais rien de tout cela n'est suffisant. La Russie n'arrive pas à trouver des assassins, et si elle ne peut pas les trouver, elle ne peut rien faire contre eux. Ceux qui mènent ces assassinats doivent disposer d'un véritable réseau d'espions à l'intérieur même de Moscou, servant d'yeux et d'oreilles, pendant qu'ils surveillent les cibles potentielles. L'élite russe ne sait plus vers qui se tourner, elle sait que quelqu'un, quelque part, tapis dans l'ombre, pourrait être en train de les surveiller à cet instant même. Et s'ils sont assez ostentatoires pour organiser une somptueuse fête d'anniversaire dans l'un des quartiers les plus riches de Moscou, eh bien cela signifie qu'ils sont des cibles toutes désignées. Quant au conseil du Kremlin à ses hauts responsables, laissez-vous pousser la barbe et changez vraiment vos itinéraires. C'est ce que The Insider a rapporté. Les généraux russes se voient recommander cela par leur ministère de la Défense après le dernier attentat à Moscou. On veut dire c'est une amélioration par rapport à Clark Kent et ses lunettes. Mais d'une certaine manière, il ne semble pas qu'une barbe suffira à tromper un assassin potentiel qui observe chacun des gestes de sa cible. Quand cette cible sortira de chez elle, le tracker dira simplement « Regardez, il s'est laissé pousser la barbe ». Ne publiez pas l'information personnelle sur les réseaux sociaux. Changez de numéro de téléphone et soyez prudent avec toute personne que vous voyez à plusieurs reprises sur les itinéraires que vous empruntez régulièrement. Mais c'est là le problème, ce sont les bases des bases. Ces généraux ne reçoivent pas de garde du corps personnel, ni quoi que ce soit qui pourrait réellement empêcher une attaque. On dirait que le seul conseil, c'est de se laisser pousser la barbe et de rester loin d'Internet. Aussi basique que cela puisse paraître, il se peut que Tchaïko n'ait pas suivi ce conseil. Maintenant, une nouvelle vague de peur déferle sur les généraux russes, et ce n'est pas avec des barbes, aussi nombreuses soient-elles, qu'on l'arrêtera. Le simple fait que l'attaque de Baltyrossi ait eu lieu est une humiliation de plus pour Poutine, dans une guerre qui en a déjà été pleine. À quelques semaines d'intervalle. Maintenant, il y a encore un autre gros titre qui ressemble au début de la fin. L'économie russe vacille, la Crimée est isolée, les soldats du Kremlin meurent par dizaines de milliers. La majorité des Russes veulent maintenant que cette guerre cesse et que la Russie entame des pourparlers de paix. Et chaque fois, la même question sous-jacente revient. Combien de temps la guerre en Ukraine peut-elle encore durer? Cependant, on peut soutenir que ce n'est pas la bonne question, ou du moins qu'elle ne vise pas la bonne cible. Parce que la réponse honnête à la question de savoir combien de temps Poutine peut encore soutenir cette guerre ne concerne pas vraiment les chars ou les drones.
ni combien de kilomètres de territoire changent de main autour d'un village ou d'une ville chaque mois. Il s'agit de quelque chose de bien moins visible et de bien plus difficile à inverser. Au cours des 4 dernières années, la guerre en Ukraine a cessé d'être simplement une guerre que la Russie mène pour devenir ce qui alimente tout le système interne de la Russie. Et cela change toute la question. Car si c'est vrai, alors le scénario le plus effrayant pour Vladimir Poutine n'est pas de perdre la guerre, mais de la gagner. Commençons par la partie qui semble la plus contre-intuitive, car c'est aussi celle qui est la mieux étayée par des preuves. Depuis quelques années, nous nous sommes tous habitués à l'idée que les sanctions et les pertes sur le champ de bataille étranglent lentement l'économie russe, et qu'à terme, cette pression forcera Moscou à négocier. Bien sûr, il y a effectivement une pression sur l'économie russe, et cela a un effet significatif. Mais cela est facile à constater. Après un fort rebond en 2023-2024, la croissance du PIB a ralenti pour atteindre environ 1% en 2025 et au début de l'année 2026. Le ministère du Développement économique de la Russie a rapporté que l'économie s'est contractée de 0,3%. Bien que cela puisse sembler être un chiffre faible, c'est bien en dessous du rythme nécessaire pour soutenir les dépenses de guerre sans augmenter la pression budgétaire. Mais la guerre n'a pas seulement coûté de l'argent à la Russie. Le pays a dû reconstruire toute la base économique pour soutenir cet effort de guerre. Et l'économie dépend désormais réellement de la poursuite de la guerre, tout autant que l'Ukraine dépend de sa fin. Cela se reflète particulièrement dans la répartition des emplois des travailleurs russes. Depuis 2021, la part de la main-d'œuvre russe travaillant dans l'industrie de la défense est passée de moins de 4% à un peu plus de 5%. Cela peut ne pas sembler beaucoup, jusqu'à ce que l'on traduise ce chiffre en nombre de personnes. Environ 3,8 millions de Russes travaillent dans des secteurs directement liés au complexe militaro-industriel, soit une augmentation de plus d'un demi-million d'emplois depuis le début de l'invasion. Et il ne s'agit pas de n'importe quels emplois. Les salaires dans le secteur de la défense augmentent de 30 à 60% par an, dépassant largement l'inflation dans un pays où de telles augmentations étaient autrefois impensables. Dans les villes de province qui étaient restées stagnantes pendant une décennie, les salaires des usines de défense ont eu un effet carrément transformateur. La Russie injecte des sommes d'argent public énormes et sans précédent dans la production d'armes, et ces dépenses se répercutent sur les salaires, la consommation et les budgets régionaux qui, autrement, seraient en diminution. Cette stratégie a fonctionné dans le sens étroit où elle maintient l'économie de guerre à flot. Officiellement, les dépenses militaires représentent environ 7 à 8% du PIB russe. Officieusement, certaines estimations situent le chiffre réel près de 10 à 12%, une fois que l'on prend en compte tout ce qui est dissimulé dans les lignes budgétaires adjacentes. Dans tous les cas, on parle d'un relance économique lié à la guerre d'une ampleur qui n'a pas existé en Russie depuis l'Union soviétique, ni ailleurs d'ailleurs. Ce qui nous amène à la question de ce qui arriverait à l'économie une fois la guerre terminée. C'est là qu'un argument vraiment frappant s'est développé parmi les spécialistes de la Russie au cours de l'année écoulée. Et c'est que le président russe Vladimir Poutine peut probablement se permettre une année de guerre supplémentaire plus facilement qu'il ne peut se permettre la première année de paix. Et ce n'est pas parce que la paix serait humiliante ou parce qu'elle ressemblerait à une défaite, même si ces deux choses comptent aussi pour lui. C'est une simple question de mécanique économique. Sur les 89 régions fédérales russes, 74 ont enregistré des déficits budgétaires en 2025 contre 50 l'année précédente. Le déficit fédéral lui-même a dépassé son objectif annuel en seulement 6 mois cette année. Et tout cela se produit alors que l'économie de guerre tourne encore à plein régime. Une véritable démobilisation, celle où les combats cessent réellement et où l'argent arrête d'affluer pour les soutenir, supprimerait le soutien aux revenus de guerre. Le soutien aux revenus qui maintient à flot des dizaines d'économies régionales tout en laissant derrière lui toutes les promesses faites par ces gouvernements régionaux sur la base de cet argent. Ce n'est pas un simple problème comptable que l'on peut régler avec un transfert de fonds depuis Moscou, c'est un trou structurel. Et puis, il y a l'autre aspect de la démobilisation, les gens. En 2025, la Russie a recruté plus de 400 000 soldats sous contrat qui devront finalement rentrer chez eux et trouver du travail. Le simple fait de remettre autant de personnes sur le marché du travail en même temps suffirait à faire grimper sensiblement le taux de chômage à lui seul. Rappelez-vous, ce ne sont que les chiffres de 2025 et la Russie prévoit d'augmenter encore le recrutement en 2026, alors même jusqu'à instaurer une conscription toute l'année pour garantir un approvisionnement constant de soldats au front. Le nombre réel de personnes qui se retrouveraient soudainement sans emploi approcherait probablement, voire dépasserait le million. Et ensuite, il faut se demander pour quel type d'emploi ces hommes sont qualifiés. Il y a très peu de demandes dans le secteur civil pour les compétences spécifiques que l'on acquiert en faisant la guerre. Les estimations de 2025 suggéraient qu'environ 43% des soldats déjà démobilisés n'avaient pas pu trouver de travail dans le civil. Multipliez cela par une vague bien plus importante de vétérans revenant au pays, ajoutez-y le poids psychologique du combat,
Et vous avez là de quoi produire un grand nombre de jeunes hommes armés, entraînés et désabusés, sans rien à faire et sans raison de se sentir reconnaissants. Donc, la voie la plus probable pour le Kremlin n'est pas une peine nette suivie d'une transition nette. C'est une démobilisation progressive et traînante qui maintient les vétérans en uniforme, fait circuler l'argent et garde tout l'appareil en marche à un rythme ralenti mais toujours soutenu indéfiniment. En d'autres termes, même dans le meilleur des cas où les combats cesseraient demain, l'économie de guerre ne s'arrêterait pas pour autant. Maintenant, parlons de ceux qui profitent réellement de tout cela, car c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Bien que l'on puisse dire que la guerre se déroule entre la Russie et l'Ukraine, les véritables responsables et les mécanismes qui alimentent les logiques géopolitiques qui sous-tendent l'agression russe ne se trouvent parfois même pas en Russie. Pour cela, nous devons revenir à avant la guerre, lorsque le pouvoir russe reposait sur 3 piliers sous Vladimir Poutine. Il y avait les technocrates, des personnes comme le Premier ministre et la gouverneure de la Banque centrale, dont le rôle était de maintenir l'économie stable et en croissance. Il y avait les siloviki, les services de sécurité, dont le rôle n'était pas vraiment de contrôler la population, mais plutôt de discipliner l'élite, en s'assurant que personne ne dépasse trop les limites. Et il y avait les oligarques, des hommes d'affaires qui vendaient le pétrole, le gaz et les métaux de la Russie à l'Occident, qui gardaient une grande partie de leur fortune en sécurité à l'étranger, et en échange, bénéficiaient d'une étrange forme de semi-indépendance. Ils opéraient à l'intérieur du système de Poutine, mais ils avaient du poids, et plus important encore, ils avaient une porte de sortie. Moscou pouvait leur mettre la pression, mais ne pouvait pas facilement les ruiner. Tout cet arrangement a été démoli au cours des 4 dernières années et reconstruit pour devenir quelque chose de très différent. Les technocrates sont toujours là, mais leur rôle a complètement changé. Ils construisaient autrefois la prospérité. Maintenant, ils essaient simplement d'empêcher la machine de s'enrayer. La Russie a perdu l'accès aux marchés de capitaux occidentaux. D'ici la fin de 2025, on estime qu'environ 300 milliards de dollars de réserves russes restent gelées à l'étranger. Le Fonds national de richesse, la réserve de secours du pays, a diminué à moins de 40% de sa valeur liquide d'avant-guerre. Les revenus énergétiques qui finançaient autrefois plus d'un tiers du budget fédéral sont tombés à environ un quart, même si les recettes du pétrole et du gaz ont fluctué à mesure que la Russie a redirigé ses exportations et s'est adaptée aux sanctions. Les taux d'intérêt se maintiennent à des niveaux qui seraient considérés comme une urgence nationale dans presque toutes les autres économies. Les technocrates travaillent plus dur que jamais et perdent de l'influence en permanence, car dans une économie de guerre, ceux qui ne contrôlent pas le budget de l'armement ne fixent pas les priorités. Ils ne font que réparer les dégâts après coup. Les oligarques s'en sont encore plus mal sortis, car leur indépendance reposait entièrement sur de l'argent placé en sécurité hors de portée de la Russie. Tout cela a été anéanti presque du jour au lendemain par les sanctions occidentales, et le Kremlin a exploité cette vulnérabilité. Depuis l'invasion, les tribunaux russes ont supervisé une vague de ce qu'on appelle techniquement des nationalisations, mais qu'il serait plus juste de qualifier d'expropriation. Les estimations de la valeur totale saisie varient selon qui fait le calcul, une estimation modérée étant d'environ 50 milliards de dollars, en roubles russes entre 2022 et 2025. Et quelle que soit l'ampleur ou le chiffre réel, la tendance est claire. Les actifs sont déclarés stratégiques, la propriété est contestée rétroactivement et les tribunaux agissent rapidement, parfois en rendant une décision quelques jours seulement après le dépôt d'une affaire. Si vous voulez un exemple de ce à quoi cela ressemble, prenons le cas d'un magnat de l'exploitation aurifère nommé Konstantin Stroukov. Il contrôlait le 3e plus grand producteur d'or de Russie et avait longtemps été considéré comme un allié loyal et sans histoire du Kremlin. En 2025, il a été accusé d'avoir acquis l'entreprise lors d'une privatisation illégale des décennies plus tôt. Son passeport a été invalidé alors qu'il aurait tenté de quitter le pays. En quelques jours, un tribunal a transféré sa participation majoritaire à l'État. Il ne s'agissait pas d'un dissident puni pour avoir défié le régime. C'était un responsable régional du propre parti de Poutine, découvrant que la loyauté sur le papier ne garantit plus la sécurité. Le résultat de tout cela, c'est une économie d'un autre genre au sommet. Avant la guerre, la Russie ressemblait à une oligarchie fondée sur le capital privé, où les grandes entreprises servaient d'intermédiaires entre le Kremlin et les marchés mondiaux. Aujourd'hui, la nouvelle classe de loyalistes possède une richesse qui dépend directement de la poursuite de la confrontation de la Russie avec l'Occident. Leur plus grande crainte, c'est le retour de l'ancien propriétaire. Ce qui signifie que le groupe de personnes suffisamment riches pour pousser autrefois la Russie vers le compromis a été remplacé par un groupe dont toute la fortune dépend du fait que le conflit ne se termine jamais réellement. Et qui a comblé le vide laissé par les anciens oligarques? Exactement les groupes auxquels on pourrait s'attendre. Les services de sécurité n'ont cessé de croître, ajoutant chaque année de nouveaux effectifs et de nouveaux pouvoirs, tandis qu'une armée interne parallèle, construite autour de la garde nationale, s'est étendue à des centaines de milliers de soldats. Répondant directement à Vladimir Poutine, une force dont le seul but est de protéger le régime contre sa propre population plutôt que contre un ennemi extérieur. Et surtout,
Le complexe militaro-industriel lui-même, autrefois un secteur assez marginal de l'économie russe, est devenu sans doute l'acteur économique le plus puissant du pays, employant des millions de personnes, faisant tourner des économies régionales entières et créant une nouvelle classe d'élite enrichie par la guerre dont la fortune dépend de la croissance continue du budget de la défense. Ainsi, les personnes qui détiennent le véritable pouvoir économique dans la Russie d'aujourd'hui ne tolèrent pas discrètement la guerre comme un regrettable prix à payer pour faire des affaires. Elles sont, d'une certaine manière, le produit de la guerre. Leur statut, leur richesse et leur protection contre les poursuites dépendent tous de la poursuite de la guerre. Et les personnes qui auraient bénéficié de la paix, les anciennes classes technocratiques et oligarchiques, ont été systématiquement privées de l'influence dont elles auraient besoin pour réellement la promouvoir. Ce qui nous amène à un élément qui relie tout cela et qui dépasse entièrement les frontières de la Russie. Que se passe-t-il avec la relation commerciale de la Russie avec la Chine? Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire. Nous abordons plus en détail les liens entre la Russie et la Chine, ainsi que les évolutions géopolitiques qui les entourent dans nos vidéos. Depuis quelques années, le discours dominant est que la Russie et la Chine se rapprochent, formant une sorte d'axe anti-occidental, Pékin intervenant pour acheter le pétrole et le gaz que l'Europe ne veut plus. À titre d'exemple parfait, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un niveau record en 2024, dépassant largement les 237 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 25% par rapport à l'année précédente. La part de la Chine dans les exportations d'énergie de la Russie est passée d'environ un quart du total avant la guerre à près de 40% aujourd'hui. Mais si l'on regarde de plus près cette relation, on ne trouve pas un partenariat d'égal à égal. C'est la Russie qui échange une dépendance contre une autre. Encore pire, la part de la Chine dans les importations de carburant de la Russie n'a augmenté que modestement en comparaison, ce qui signifie que la dépendance va presque entièrement dans un seul sens. Cela donne à Pékin un pouvoir énorme sur les prix. Les remises sur le pétrole brut russe vendu à la Chine ont grimpé jusqu'à 18% au début de la guerre, ont diminué pendant un certain temps, puis ont de nouveau augmenté récemment à mesure que les sanctions occidentales se renforcent. En 2026, la Chine achetait environ la moitié des exportations totales de pétrole brut de la Russie, tout en dominant d'autres exportations comme le gaz, les produits pétroliers et même le charbon. La Chine utilise ensuite cette position pour négocier fermement, privilégiant des contrats flexibles à court terme plutôt que le type d'engagement à long terme qui offrirait réellement une sécurité financière à Moscou. Le symbole le plus clair de ce déséquilibre est un pipeline qui semble toujours sur le point d'être construit, mais qui ne l'est jamais vraiment. On parle depuis des années du projet Force de Sibérie 2, comme de la prochaine grande artère du gaz russe vers l'Est. Le projet qui scellerait enfin le pivot de la Russie loin de l'Europe. Et pourtant, même après une visite très médiatisée à Pékin en mai 2026, Poutine n'a pas réussi à obtenir les conditions fermes. Les analystes qui suivent les négociations ont décrit la Chine comme gardant délibérément Moscou dans l'attente, utilisant la possibilité du gaz naturel liquéfié américain comme monnaie d'échange pour continuer à faire baisser le prix. Parce qu'il y a une réserve importante, à savoir que Pékin n'a pas spécifiquement besoin du gaz russe. Elle a besoin d'énergie bon marché et elle a d'autres options. La Russie, en revanche, n'a nulle part ailleurs où vendre des volumes approchant ceux dont elle a besoin. Cela compte énormément pour la guerre, car les taxes sur l'énergie représentent encore environ 1/5 du budget fédéral russe. Ce qui signifie qu'à chaque fois que la Chine décide d'acheter un peu moins ou d'exiger une remise un peu plus importante, elle ne fait pas qu'ajuster une balance commerciale. Elle resserre ou desserre l'un des principaux robinets financiers qui alimentent la guerre. Et il n'y a pas que l'économie russe et les alliances de la Russie qui ont été remodelées d'une manière qui survivra à cette guerre spécifique. C'est aussi vrai, en miroir, de l'autre côté de la ligne de front. En Europe, il s'est passé quelque chose que très peu de gens auraient pu prédire avant 2022. Il y a eu un réarmement structurel extrêmement coûteux, à une échelle qu'on n'avait pas vue depuis la guerre froide. Les dépenses de défense combinées de l'Union européenne ont augmenté de plus de 75% entre 2021 et 2025. Rien qu'en 2025, les membres européens de l'OTAN ont commencé à atteindre ou à dépasser l'ancien objectif de 2% du PIB fixé par l'Alliance. Et cet objectif lui-même a déjà été dépassé. Le nouveau seuil de l'OTAN, officiellement adopté lors des sommets de 2026, vise désormais les 5%. Et la question que se posent d'aujourd'hui les gouvernements européens n'est plus de savoir s'il faut maintenir ce niveau de dépenses. C'est comment le soutenir pendant des années, voire des décennies. La plupart ont adopté l'engagement de La Haye de juin 2026, fixant les dépenses à 3,5% pour la défense nationale et 1,5% supplémentaire pour des infrastructures plus larges servant à la défense nationale, mais aussi à l'interconnexion de l'OTAN.
Mais réunir les fonds et développer une véritable capacité militaire s'avère être deux problèmes très différents. Malgré des années de dépenses records, une analyse récente des données d'acquisition de l'Alliance a révélé que les stocks d'équipements européens sont toujours inférieurs à ce qu'ils étaient en 2021. Des milliards ont été consacrés aux dons pour l'Ukraine, à de nouveaux contrats et à des lignes de production d'urgence. Et l'inventaire combiné a tout de même diminué. Même l'objectif de production d'artillerie de l'OTAN pour 2026, s'il est entièrement atteint, n'atteindra qu'une parité approximative avec la seule production nationale d'obus de la Russie, avant même de prendre en compte l'approvisionnement supplémentaire que la Russie reçoit de la Corée du Nord. La parité, ce n'est pas de la dissuasion, c'est à peine suivre le rythme. En même temps, l'Europe a commencé à démanteler sa relation énergétique avec la Russie. Le gaz russe représentait environ 45% des importations par gazoduc et de GNL de l'Union européenne avant la guerre. En 2025, ce chiffre était tombé à environ 12%. En 2026, en raison de l'instabilité politique au Moyen-Orient, l'Europe a adopté une approche modérée et a maintenu ses importations de Russie à environ 10 à 13%. Plus important encore, de nouvelles réglementations adoptées plus tôt en 2026 ont fixé une date limite ferme, éliminant progressivement le reste du GNL russe d'ici la fin de 2026, avec le gaz acheminé par gazoduc d'ici à l'automne 2027. Certaines estimations suggèrent que cela représente environ 10 milliards de dollars par an en paiement énergétique à la Russie qui disparaîtront définitivement. Si on combine ces deux éléments, le réarmement européen et le divorce énergétique européen, on obtient une version de la même histoire qui se déroule à l'intérieur de la Russie, une transformation structurelle qui n'est pas conditionnée par la façon dont la guerre en Ukraine se termine réellement. Même si un cessez-le-feu était signé demain, les gouvernements européens ne vont pas tranquillement ramener les dépenses de défense à leur niveau de 2019, et ils ne vont pas rouvrir les vannes du gaz russe. Les services de renseignement européens planifient déjà en tenant compte des avertissements selon lesquels la Russie pourrait être capable de tester militairement l'OTAN dans les 5 prochaines années. La guerre a déjà produit une nouvelle Europe, de la même manière qu'elle a déjà produit une nouvelle Russie. Ni l'une ni l'autre ne reviendra à ce qu'elle était auparavant, quoi qu'il arrive ensuite sur le champ de bataille. Rien de tout cela ne signifie que les combats eux-mêmes n'ont pas d'importance. Des gens meurent en très grand nombre, et le champ de bataille détermine toujours le poids de chacun à la table des négociations. Mais cela signifie que la question que tout le monde continue de poser, à savoir combien de temps Poutine peut-il continuer ainsi, n'est pas la bonne. La question la plus honnête est de savoir si la Russie de Poutine peut survivre à l'arrêt effectif de la guerre. Parce qu'à ce stade, la guerre n'est pas seulement quelque chose que la Russie fait, c'est quelque chose autour de quoi la Russie a été reconstruite. Et le système lui-même est en train d'échouer, lentement mais sûrement. Mais cette fois, on ne sait pas ce qui va émerger des cendres de la Fédération de Russie. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Et assurez-vous de rester abonné à l'émission militaire pour des vidéos quotidiennes sur toutes les grandes questions de la politique mondiale.